Ok, du coup, aujourd'hui, on crée des langages avec OCaml. Ça va être exceptionnel. Euh, merci beaucoup. Alors, du coup, juste info. Donc, il y a plein de façons. Enfin, de toute façon, vous êtes tous en Ing, quasiment là, du coup. Oui, vous êtes tous en Ing. T'es en SP? Bon, bah, tu verras. Mais, du coup, il y a plusieurs types de langages qui existent, compilés, interprétés principalement. Et bon, il y a un entre-deux, genre Java, C Sharp, mais on va pas en parler. Dans notre cas, on va faire que l'interprétation parce que c'est beaucoup plus rapide à écrire. Parce que la compilation, ça demande. En gros, pour faire simple, là, l'interpréteur qu'on va faire, il fait 150 lignes. Le compilateur, il en fait 400 à peu près. Donc c'est fat, un compilateur. Donc là, on va faire que l'interpréteur et on va faire dans l'interpréteur qui est déjà parsé. On va voir tout à l'heure ce que ça veut dire. Mais en gros, on va pas faire directement du string, là, donc du code source jusqu'à l'exécution. On va faire du code source jusqu'à quelque chose de compréhensible. Ensuite, on va dire qu'il y a de la magie qui opère, parce qu'on n'a pas le temps de faire cette partie magique. Et ensuite, de ce code magique jusqu'à le code qui s'exécute. On fera plus tard un truc où on fait vraiment de A à Z, donc c'est-à-dire lexing, parsing, interprétation, compilation. Bon, ces mots, peut-être que ça vous dit pas tous quelque chose, mais on va le revoir. On veut 90% de la salle, vous savez ce que c'est. Il veut rentrer lui ou pas? Non mais attends, vas-y, c'est bon. Allez, soit vous rentrez, soit vous rentrez pas. Allez, rentre-toi là. On va faire du OCaml, c'est super bien. Ok, bon du coup, on va juste faire la partie lexing. On va voir ce que ça veut dire après, mais en gros, c'est-à-dire du code source jusqu'à quelque chose de à peu près compréhensible. Et on va faire la partie interprétation. Donc c'est d'un truc qui est compréhensible par un ordi à on l'exécute. Hop, et évidemment, on fera tout en OCaml. Il y a juste des choses qu'on va devoir revoir avant, c'est les bases de la théorie des langages. On va vraiment aller rapidement dessus. Donc c'est un truc qui a surtout été promu par Alan Turing. Le but principal qu'on va voir, c'est mathématiser une langue. Donc en gros, genre, on part du principe qu'une langue, c'est juste un ensemble d'objets mathématiques et qu'on peut donner un sens à ces objets mathématiques en utilisant des outils. Le but, c'est aussi de classer des types de langues. On va voir ce que ça veut dire après, mais en gros, il y a plusieurs types de langues qu'on va utiliser. Nous, dans notre cas, vu qu'on fait un langage de programmation, il y en a deux. Il y a langage régulier et langage sans contexte. On va voir ce que ça veut dire après. Il y a le but de reconnaître un langage, donc ça, c'est ce qu'on va utiliser ensuite. Et utiliser le langage qui est reconnu. Donc en fait, on a des phrases, on sait à quel type de langage ça appartient. Donc par exemple, là, quand on va écrire un code, on sait que ça appartient à notre langage si l'analyse du code elle est bonne, si tout ce qui est rendu est bon. Et dans ce cas-là, si tout le code appartient bien au langage qu'on veut, on va pouvoir l'exécuter et du coup faire des choses avec. Ça, bah, du coup, même toi tu sais ce que c'est, parce que tu as fait la THLR. Bon, on va revenir vite fait ce que c'est. Ça s'appelle la hiérarchie de Chomsky. Bon, là, le diagramme, je l'ai trouvé sur GitHub, mais c'est pas partout pareil, Wikipédia, etc. C'est pareil. En gros, c'est comment est-ce qu'on peut voir un langage. Donc, tout en bas, vous avez les grammaires. Bon, là, du coup, il y a marqué grammaire, mais c'est, on va dire, langage, pour faire plus simple. Un langage régulier, c'est quelque chose qui est reconnaissable par un automate fini classique, donc pas à pile. À pile, c'est juste au-dessus. Donc ça veut dire en gros, par exemple, tous les nombres. Les nombres, on peut dire, on peut faire en gros un graphe, on peut écrire un robot qui va dire, bon bah, si j'ai un nombre, enfin si le caractère que j'ai actuellement il appartient à l'espace des nombres, ça marche. Ou alors un mot c'est quelque chose qui est régulier. Un mot c'est quoi? C'est juste un ensemble de lettres ou pas séparées par des espaces ou de la ponctuation. Bon bah ça c'est facile à reconnaître, donc c'est régulier. Ensuite, il y a context free. Context free, ça veut dire que, par exemple, 8A suivi de 8B. Alors, si 8A suivi de 8B, c'est régulier, NA suivi de NB, avec N qui est variable. Là, dans ce cas-là, on ne peut pas faire un truc qui est fini, qui reconnaît ce langage-là, bah parce que justement, on ne sait pas combien il y a de N. Ok. Donc, tout ce qui est infini, on va dire, mais qui n'a pas besoin de contexte pour être compris, c'est context free. Le langage qu'on va faire, il est context free, et la plupart des langages de programmation, ils sont context free. La différence entre context free et contexte sensitive, c'est que, bon, c'est super simple, hein, du coup, c'est que ceux qui sont contexte sensitive, ils dépendent d'un contexte. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, le français, c'est contexte sensitive. Non, en vrai, c'est plutôt récursivement énumérable. Mais bon, dans notre cas, c'est aussi contexte sensitive, parce que ça dépend d'un contexte pour le comprendre. Une phrase, elle a un sens en dépendant d'un contexte qu'on lui donne.
Le C++, par exemple, ou le C, il y a des débats pour savoir si on dit que c'est contexte free ou contexte sensitive. Par exemple, vous voyez, même le C# en vrai, vous voyez quand vous devez faire un include ou un using, ça veut dire que vous avez besoin d'un contexte dans lequel vous allez exécuter votre code. Donc ce contexte fait qu'il y a possiblement contexte sensitif. Bon, en vrai, il y a des débats, hein, mais voilà, la différence entre contexte free et contexte sensitif, c'est qu'il y en a un qui dépend d'un contexte pour que la phrase appartienne à un langage, et l'autre, il n'y a pas besoin d'un contexte, c'est juste ça doit respecter des règles, et les règles qu'on applique à un langage, c'est la même chose qu'en français, on appelle ça une grammaire. Et donc la grammaire, c'est juste, quand j'écris un mot, est-ce que le mot que je vais écrire après, il est juste ou pas. Donc en français, par exemple, c'est, je sais pas, je suis. Bon, si je me dis je, il faut que le verbe après il soit conjugué à la première personne de l'indicatif, enfin de première personne tout court. Contexte sensitif c'est pareil. Contexte free, contexte sensitif. En gros, la grammaire c'est pareil. Il faut que le mot qui va suivre respecte des règles qu'on a définies avant. Et quasiment tout ce qu'on va faire, ça va dépendre de la grammaire. Donc en gros, on va définir des grammaires pour dire, bon bah voilà, là j'ai quelque chose, il faut que ce qui suive respecte telle règle, sinon ça marche pas. Et après, bon, récursivement énumérable, c'est tous les langages qui sont reconnaissables par une machine de Turing. On va pas rentrer dans les détails, mais du coup, évidemment, en fait, ça concerne juste tous les autres langages. On va parler vite fait des outils qu'on va utiliser. Donc, le premier outil, c'est les expressions régulières, donc on appelle le regex, regexp, voilà. En gros, donc c'est ce qu'on utilise pour reconnaître un langage régulier, donc ce dont on parlait avant. Donc là, ça va nous permettre de comprendre un peu mieux comment est-ce qu'on comprend un langage régulier. Donc là, par exemple, ça veut dire n'importe quel chiffre entre 0 et 9. Donc là, on reconnaît un chiffre entre 0 et 9. Là, par exemple, on reconnaît un ou plusieurs, le plus ça veut dire plusieurs, un ou plusieurs ensemble, donc en gros, suite de caractères avec le caractère entre A et Z minuscule ou A et Z majuscule. Ça, par exemple, c'est n'importe quel fichier ou rien du tout d'ailleurs, parce que l'étoile, ça veut dire 0 ou plus caractère qui finit par point C. Donc là, en gros, c'est l'ensemble des fichiers .c. Et ça, c'est la regex officielle pour reconnaître une adresse mail. Sans faille de sécurité. C'est affreux. Alors, sachant que ça, c'est la regex, on va dire, concise et simple. La regex officielle, donc qui est en Perl, donc la vraie regex Perl, elle fait 300 lignes, je crois. Donc, du coup, par contre, du coup, c'est super pratique parce que là, tu donnes en gros, comment ça fonctionne regex, c'est que tu prends le string, tu le donnes dans ce truc-là, et il te dit est-ce que ça respecte ou pas. Donc là, du coup, quand tu envoies un email dans ce truc-là, il te dit ah, c'est bon, ton email il est parfait. Ou ah, c'est pas bon, ton email il est dangereux. Mais bon, par contre, c'est affreux, c'est vraiment ignoble. Et je pourrais vous montrer après la vraie regex RFC officielle, c'est vraiment 300 lignes de Perl, c'est ignoble. Donc ça, c'est des regex, et ça permet du coup de reconnaître des langages réguliers. Donc un email, c'est un langage régulier. C'est régulier moyen, parce que du coup, c'est vraiment affreux à parser, mais c'est régulier. Ensuite, il y a les grammaires qu'on va utiliser, et là, normalement, j'ai une image qui décrit vachement bien ce que c'est. Donc là, par exemple, donc là, on fait une grammaire au contexte free, mais en fait, on s'en fout là du type de grammaire. La grammaire, ça se base sur deux trucs, ça se base sur des règles, donc on appelle ça des noms terminaux. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah oui, d'accord, ok. Donc, ça se base sur des noms terminaux, donc en gros, c'est des trucs qui vont se réécrire, donc c'est des boucles en quelque sorte, et des terminaux, donc là en minuscule, c'est des terminaux, donc des caractères qu'on va réellement écrire. Donc là, par exemple, quand je rentre dans ma grammaire, ok, donc imaginons que j'écris du français, mais là, en vrai, c'est pas du français, c'est juste un truc un peu plus simple. Je veux écrire un mot, donc je rentre dans ma grammaire S, là, au tout début, là où il y a le point, et donc S va se réécrire en SA, donc ça veut dire que quand là je rentre dans S, soit je peux reboucler dans cette règle S là, soit je peux aller dans le S qui est ici. Donc en fait c'est par rapport à l'arbre qu'on voit ici. Donc là par exemple, une dérivation possible, donc en gros une utilisation de la grammaire possible, c'est je rentre dans S, donc ici, le S il se dérive en A, donc ici là, ensuite le A il se dérive en BSE, donc on va écrire B, ensuite il y a le nom terminal S, donc celui-là on va reboucler dessus parce qu'on n'est pas sur un terminal, le E c'est un terminal. Donc on arrive sur S, donc S on remonte ici, donc on va sur A, donc A on va le redériver, donc là le S pardon, on remonte ici, donc SA. Le S on va le redériver en A, ça fait BE, et le A on le dérive en BE, ça fait BE, donc à la fin on a écrit un mot. C'est à peu près clair ou pas comment ça marche les grammaires? En gros c'est, on rentre avec un mot, et on va essayer de dériver du coup notre arbre pour avoir à la fin un truc final qui n'a que des terminaux.
À la fin, le but c'est on a que des terminaux. Vous voyez, il n'y a plus de lettres majuscules, c'est-à-dire on n'est plus sur un non terminal, on est sur un terminal. Ça c'est important du coup de comprendre à peu près comment ça marche, parce que c'est ce qu'on va utiliser tout le temps comme règle. Mais si vous voulez un exemple, par exemple, si on fait if, une grammaire pour if et else, c'est on a besoin de, on a if, ensuite une condition, donc il faut un truc qui puisse gérer les conditions, then, par exemple, si on est au camel là, un statement, donc du code, des expressions, et else, un autre statement, donc du code et des expressions. Ok. Donc en gros, ça nous permet de dire, bon bah voilà, d'abord j'ai ça, ensuite j'ai un truc de tel type, et un truc de tel type. Et ça nous permet du coup de gérer comment est-ce que le langage il va marcher. Et surtout, ça nous permet de savoir si le code qu'on écrit, il est juste ou pas. Parce que bon bah si on écrit par exemple if, et là un statement, then une condition, bon bah du coup, la grammaire elle va faire, ah bah attends, après ton if j'attendais une condition, au final j'ai un statement, c'est pas bon, donc je plante. Donc ça c'est un truc qu'on va utiliser tout le temps pour faire de la théorie des langages et du coup le compilateur. Donc on va utiliser OCaml, ça veut dire Objective Categorical Abstract Machine Language. Jusqu'à présent, à Epita, en général, nous on fait que du camel. Enfin en fait on fait du OCaml mais sans utiliser le O, ce qui est dommage. Et du coup, la partie objective, donc c'est juste langage objet, ça nous permet de faire des objets. Et ce qui est exceptionnel avec OCaml, c'est que quand on fait des objets, en fait, c'est vraiment des objets exactement, c'est littéralement la même syntaxe que là ce qu'on a vu avec les grammaires. Genre là, le S, etc., le rewriting, la dérivation ici, c'est exactement pareil pour faire des objets en OCaml. Donc on va donner 2-3 exemples. Donc OCaml, c'est un langage fonctionnel, ça veut dire on n'a pas de variable, on fait que des fonctions. C'est un garbage collector, donc on gère pas la mémoire à la main, ça c'est super pratique. C'est que des fonctions, donc il n'y a pas de variable. Donc dès qu'on va devoir définir, là par exemple tout à l'heure on va définir des données, bon bah la donnée on la définit une fois et on la réécrit pas après. Et du coup on a des objets. Donc ça, exemple typique, mais je pense que vous connaissez tous du coup, là on définit une fonction constante, du coup on peut appeler ça une variable, mais en réalité c'est une fonction constante qui renvoie toujours 42 et qui s'appelle Google. Et là, on définit. Bah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me sortir? Bon, non, vous avez vu le nom de la variable. Enfin, le nom de la fonction. Du coup, vous savez ce que ça fait. Dommage. Bon, du coup, ça, c'est une fonction qui donne le cardinal d'éléments d'une liste, donc le nombre d'éléments dans une liste. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, let, c'est pareil pour les deux. Let, c'est pour dire on définit une fonction. Rec, c'est pour dire que la fonction est récursive, donc elle s'appelle elle-même. Le nom de la fonction, et après les arguments. Alors sachant qu'en OCaml, on purifie les arguments, c'est-à-dire qu'au lieu de, comme dans tous les autres langages de programmation, on les met entre parenthèses et on les met à la suite. En OCaml, quand on met des choses entre parenthèses, ça représente un tuple, donc un seul élément en fait. Et pour des questions d'optimisation mémoire, on préfère purifier les arguments, donc c'est-à-dire mettre l'argument espace un argument, espace un argument. Et quand on met des choses entre parenthèses, c'est pour des cas particuliers, genre lors d'un match par exemple, et qu'on a besoin de plusieurs choses. Donc là, on met juste l'argument, enfin il n'y a pas de parenthèse, contrairement aux autres langages. Ensuite, on utilise un truc extrêmement bien du OCaml, de tous les langages fonctionnels d'ailleurs, qui s'appelle le pattern matching. Donc en gros, on donne un objet et on va lui dire, on va faire correspondre cet objet dans une table, et on dit, est-ce que l'objet il correspond à ce pattern là? Donc oui, bon bah je fais le code, sinon je passe au pattern suivant. Bon là on a que 2 patterns donc ça va très vite, mais dans des cas où on a des gros patterns c'est quand même très pratique, et c'est ce qu'on va utiliser après d'ailleurs. Et donc là on dit, bon bah si la liste elle peut s'écrire sous forme de E cons L, donc ça veut dire si je peux prendre un élément et la suite de ma liste, donc ça veut dire qu'elle n'est pas vide hein, évidemment. Ouais. Est-ce qu'il y a une limitation dans le nombre de patterns qu'on peut mettre? Alors ouais mais elle est super grosse. Je peux vous montrer juste après ce slide là à quoi ça ressemble, parce que du coup on va faire du lexing après. Enfin, pas tout de suite, mais à la fin, on fera du lexing. Le lexing, où on utilise un lexer générateur, bah, comme on a vu là en Inge avec le C, en gros, on va revenir dessus, mais on va pas écrire les trucs qui vont reconnaître nos mots à la main. On va utiliser un truc qui va le faire tout seul. Et le lexer générateur, pour le petit langage qu'on va créer, là, où l'interpréteur fait 150 lignes, le lexer générateur, il en fait 1700. Et c'est que des matchs. Avec des matchs gargantuesques, hein, genre le truc c'est 50 lignes par match. Donc ouais, c'est probablement limité parce que pour des questions de mémoire, mais c'est limité quoi. Je pense que c'est limité comme un switch. Parce que factuellement c'est à peu près la même chose qui se passe, c'est-à-dire que c'est un jump dans une table assembleur. Mais bon, voilà. Donc là du coup on déconstruit la liste.
Donc ça veut dire qu'on a au moins un élément dans la liste. Donc si on a au moins un élément dans la liste, bah, on rappelle avec 1 plus la taille de la liste. Du coup à la fin, bah, une fois qu'on aura déconstruit, on aura le nombre d'éléments dans la liste, puisqu'on fait 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 0 une fois qu'on a la liste vide. Donc on renvoie la taille de la liste. C'est clair pour tout le monde ou pas, la base de récursion Camel? Ok, nickel. Et ça, c'est la partie objectif Camel. Et ça, c'est super cool. Du coup, on revoit exactement ce qu'on voyait avec les grammaires. Là, vraiment, on définit des types. Ok. Donc, type exp, ça va être une expression dans notre langage. Type BOP, ça va être un opérateur booléen, boolean opérateur. Type cond, oh, le J, bonjour monsieur. Type cond, c'est une condition, donc bah, c'est ce qu'on a dans un booléen en fait, dans un if, pardon. Statement, c'est une instruction, ok. Donc en fait, ça va, bon, vous allez voir après, mais notre code c'est quoi? Un code c'est un programme c'est un ensemble de méthodes, donc de fonctions, et une fonction c'est un ensemble de statements. Ok? C'est clair ou pas, à peu près? Le but en fait c'est qu'on va vraiment décomposer notre programme en un ensemble de types, et le but c'est que tous ces types dépendent d'autres types. Enfin en gros là on est en train de littéralement de construire la grammaire de notre programme. Ok? On va voir après. Mais une méthode ça va être un ensemble de statements. Ok? Un programme c'est juste des méthodes. Hein. Un programme c'est un ensemble de méthodes où il y en a au moins une qui s'appelle main. C'est clair? Ouais. Est-ce qu'on a besoin pour la suite de comprendre le code au camel ou juste ce que tu dis? Parce que je comprends ce que tu dis, mais je comprends absolument pas. Je vais l'expliquer là. Ok. T'inquiète pas. Non, parce que là, ça, enfin, on l'a pas vu à Epitaph, donc je vais l'expliquer. Donc, on va définir un ensemble de statements et après les expressions. Enfin, par exemple, une assignation. Donc, une assignation, c'est quand on va déclarer une fonction, une variable, pardon. Une assignation, on assigne un string à une expression. C'est good? Tu l'as? Tu l'as pas? Ok, on va revoir. Alors, ok. Est-ce que vous vous souvenez, donc en OCaml, quand on fait des objets. Ok. Alors bah attends, on va ressortir try OCaml au pire. Mais en OCaml, du coup, quand on fait des fonctions, vous vous souvenez qu'il y a le int, flèche int, égale fun par exemple. Ok. Donc ça veut dire par quoi passent toutes les valeurs, enfin par quoi passent les étapes de notre programme. On va d'abord vers un int, puis vers un int, et en fait, au final, on obtient une fonction qui traite des int. Ok. Ça, c'est la base. Et vous vous souvenez aussi peut-être que si je fais, par exemple, bah justement, si je purifie pas, et que dans ma somme, je fais par exemple une fonction somme qui prend deux int, donc genre somme entre parenthèses a virgule b, si je fais ça, il va se passer quoi? Qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va pas prendre int vers int égale fun, elle va prendre int fois int vers int égale fun. Ok? Donc ça veut dire un tuple, c'est-à-dire un ensemble de données, le x, enfin le étoile, ok? Donc là du coup tout devient beaucoup plus clair. On a une expression c'est quoi? C'est soit un num, donc on dit que le num c'est un int, en gros. Là c'est juste, on l'appelle différemment que int pour des questions de clarté, parce que vous savez quand on crée un langage, on veut des tokens, donc on veut vraiment que tout soit bien clair. Donc on va pas utiliser le vrai type int, on va utiliser le type num pour des questions de clarté dans le code, ok? Donc une expression c'est soit un nombre, c'est normal, hein, genre 42 c'est une expression, ok, ça vaut 42. Soit un ID, donc ça veut dire quelque chose qu'on a défini, parce que donc on va revenir dessus après, mais quand vous faites un langage de programmation, quand vous codez, vous allez définir des fonctions, et vous allez définir des variables. Ces variables, vous leur donnez un nom et une expression. Ce nom-là, c'est son ID. Ok? Donc une expression, ça peut soit être un nombre, donc genre 42, hop, donc là je l'évalue 42, soit un ID, donc par exemple si vous avez défini tout à l'heure la Google égale 42, bon bah l'ID c'est Google, et ça s'évalue en 42, c'est pareil, hein. Soit app, donc ça va être une... alors je l'avais appelé app, mais en gros c'est une fonction, donc en gros c'est un string, d'accord? Donc pareil c'est un ID, hein, c'est un string, on prend le nom de quelque chose, et c'est suivi d'une liste d'expressions. Ok? Ensuite, on a un opérateur booléen. Donc opérateur booléen, c'est soit plus petit,
plus petit ou égal, égal n'est pas égal. Ok. Bon, en vrai, on peut mettre plus que ça. Juste là, on va rester simple, mais on peut en mettre plus que ça. On peut mettre le plus grand aussi, évidemment. Sauf que bon, bah, le plus grand, ça veut. Là, en fait, en réalité, on n'a jamais besoin du plus grand parce que tu as juste besoin d'inverser les deux trucs et bah, du coup, ça marche. Mais bon, on va faire comme ça. Une condition, donc ça prend un opérateur booléen et deux expressions. Donc par exemple, une condition, c'est par. Donc en fait, c'est un booléen, une condition. Donc une condition, ça peut être par exemple. L'expression 1, ça peut être 42. L'expression 2, ça peut être 1337. Et le BOP, ça peut être less. Et du coup, on va avoir 42 plus petit que 1337. C'est good. Voilà. Et ensuite, un statement, c'est vraiment, il faut voir ça comme une instruction. Une fonction, ça va être une suite d'instructions, c'est vraiment que ça. Et une instruction, c'est soit une assignation, donc auquel cas, on va assigner un string, donc enfin un ID en fait, à une expression. Donc imaginons Google égale 42, bon, bah, voilà, là on a assigné quelque chose. Une lecture, bon bah là c'est juste un appel où on lit ce qu'il y a dans le terminal, classique. Une écriture, on écrit un truc dans le terminal. Moi je dis terminal, en réalité c'est file descriptor, mais là dans notre cas on va toujours prendre le terminal. Un if, donc un if ça prend une condition et une list statement, et en fait c'est normal. Un if on prend une condition, donc un booléen dedans, donc par exemple on revient sur le truc 42 plus petit que 1337, ok, et une suite de statements, donc si 42 est plus petit que 1337, alors on exécute la suite de statements. Et on revoit que si on a un if quelque chose, liste de statements, on peut re-avoir dans la liste de statements un autre if. Mais c'est logique, hein, là on continue de faire de la programmation classique. Là. ITE, est-ce que quelqu'un a une idée? Non. Regardez le type, c'est condition statement list, c'est condition statement list et deuxième statement list. Donc c'est comme le if, sauf qu'il y a une statement list de plus. Exactement. If then else. Donc c'est exactement comme le if, sauf que bah, il y a aussi la statement list du else. Si le else il s'exécute, ça va, ça va pas trop vite. On est good, nickel. Qu'est-ce qui s'est dit? M8, The Antoine RC, OMG. D'accord, très bien. Et while, donc du coup bon ça c'est un statement, et bah c'est pareil que le if avec une statement list, sauf que bah du coup le while on va l'exécuter tant que la condition est vraie. Bon ça c'est vraiment, là c'est comme dans tous les langages prog, ok. Donc vraiment le while ça prend exactement la même chose qu'un if, mais ça c'est logique, ça étonne personne, sauf que du coup la statement list ça va être exécutée tant que la condition est vraie. Ça va du coup la syntaxe d'un objet en OCaml? Donc là on a créé réellement 3 types, et ces types dépendent de sous-types. Ok? Ça c'est un truc qui est pas forcément, enfin qui est un peu bizarre à comprendre au début, parce que num c'est de type exp. Ok? C'est-à-dire que exp peut prendre comme type de valeur un num qui est en vrai un int, un id qui est en vrai un string, un app qui est en vrai un string explicit. Ok? Et donc quand on va, je vous donne vite fait la syntaxe comme ça vous n'êtes pas trop perdu. Quand on va créer un num, on va faire, dans mes souvenirs c'est ça, c'est num entre parenthèses le nombre. Ok? Comme en Python, quand on utilise des objets Python. Voilà. Ça c'est grosso modo, très rapidement, une partie de la grammaire de notre langage. Il manque quoi pour que le langage soit complet là? Vous l'avez ou pas? Dans quoi est-ce qu'on met les statements? Quoi? Non, non, non. Le type de. Dans quoi est-ce qu'on fout les instructions en programmation? Dans des fonctions. Et dans quoi est-ce qu'on fout les fonctions? Dans un programme. Donc là il manque le type programme et le type fonction, c'est tout. Et ouais. Parce que du coup, qu'est-ce que tu vas avoir? Le type fonction c'est app, non? Non. Non, non. Donc, non, non, pardon, le app, je dis n'importe quoi, le app c'est une collection. C'est-à-dire Bah, c'est une liste d'instructions. Une liste d'expressions, pardon. Eh non, de collection. C'est une liste d'expressions. Oui, un string, il sert à quoi le string? C'est pour son nom? Ah oui, Ah, ah oui. ok, c'est une liste. Ok. Ouais, c'est une collection. Non mais je dis collection parce que du coup, l'AppString peut avoir elle-même, enfin, je sais pas comment tu définis une liste, mais oui, en vrai c'est un vecteur, on peut dire c'est un vecteur, du coup. Ok.
Ouais. Pour Des listes de nombres, du coup, aussi. Ouais. Mais du coup, il y a marqué que des listes de signes. Non, mais liste d'expression. Là, c'est enfin, une expression list. Sauf que du coup, ton expression, elle peut être de type int. Ah oui, C'est pour ça que j'ai une collection, ça peut posséder n'importe quoi. Ok. industriel. Attends, hop, je mets ça bien là. Donc, ouais, il manque le type méthode. Parce que du coup, il faut qu'on foute les statements dans des méthodes. Et il manque le type programme. Parce qu'il faut qu'on mette toutes les méthodes dans un programme. Et à la fin, on va se retrouver avec un programme. Donc, en fait, à la fin, on se retrouve avec un arbre. On se retrouve avec un programme qui a des méthodes, qui ont chacune des statements, qui ont chacune, etc. Ok. Voilà. Ok, étape de compilation, on va vite fait là-dessus. Mais au début, vous avez un bloc de texte. Dans le bloc de texte, du coup, on va l'analyser pour en faire des tokens qu'on comprend. Les tokens qu'on comprend, après, on vérifie qu'ils respectent la grammaire. Et après, soit on fait la génération d'assembleur et on compile. Donc ça, c'est la partie compilation. Mais on va pas faire ça aujourd'hui parce que c'est 400 lignes de compilateur plus beaucoup trop de lignes de parseur. Sachant que le parseur est là, mais on va pas le faire non plus. Donc, oui, la partie magique du coup qu'on va pas faire, c'est le parseur. On va montrer vite fait le lexer tout à l'heure, si on a le temps. Le parseur, on va pas le faire parce que c'est trop long. Et l'interpréteur, on va le faire parce que c'est super rapide. Parce que OCaml, c'est exceptionnel, ce truc. À interpréter en 150 lignes, c'est magnifique. Du coup, on va faire l'interpréteur aujourd'hui. Ouais, donc on montre vite fait à quoi ça va ressembler le langage qu'on va créer. On va créer un truc qui s'appelle Funk Language. Alors, je vais être honnête avec vous, c'est un truc que j'ai fait en S4 en Écosse, en université à l'Écosse. Je n'ai pas réellement. Bon, après, j'ai pas cherché de fou. J'ai pas vraiment retrouvé de traces de ce langage-là, donc je pense que c'est un truc un peu custom. Dans tous les cas, c'est vraiment un langage qui ressemble beaucoup au Simp, qui lui est un vrai langage, Simple. Donc c'est impératif. Ok, donc c'est comme. Là, vraiment, ce qu'on va voir, ça ressemble à du Python avec une syntaxe un peu au camel. C'est-à-dire que c'est impératif, c'est high level et c'est. Quand je dis impératif, c'est pas fonctionnel. C'est vraiment purement impératif, itératif. On va essayer de gérer ça, si on a le temps. Là, du coup, on va commencer à écrire l'interpréteur en expliquant ce qu'on fait. Et du coup, attends, je pense que j'ai des photos de quoi ça ressemble. Voilà, ça c'est un langage, ça c'est un script en Funk, du coup. En vrai, c'est un mélange un peu tout. C'est un mélange de OCaml, je trouve, pour le begin, là, pour tout ce qui est les terminateurs. Ça ressemble au Go, avec là, les déclarations, ça c'est vraiment typique du Go, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est le égal, c'est comme comment on dirait une. Ah oui, ouais, d'accord, ok. Bah, le Go, c'est comme ça. Et dans ton Makefile, tu peux faire ça aussi. Ouais, j'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien vu. Bon, on voit un truc vraiment spécial qui va vraiment nous simplifier de ouf la vie, mais c'est complètement con. Il n'y a pas d'arithmétique. Ah. Vous la voyez ou pas? Là, vous voyez là où est-ce qu'on fait de l'arithmétique ou pas? Le plus. Ouais, cette merde. Super. Times plus, il est où? Il est là. Vous voulez pas faire un Evalex pour OCaml? Alors, du coup, on peut, mais ça demande plus de grammaire. Et on va pas le faire. Du coup, là vraiment, on va dire que le langage, outre le fait qu'il a même pas de librairie standard, il a juste rien. On va juste définir les fonctions, on va devoir tout définir à la main. Mais en même temps, l'interpréteur fait 150 lignes, donc c'est super rapide. Donc on va faire ça comme ça. Vous avez vu que même pour le heck, hein, c'est un appel à une fonction. Hein. C'est vraiment. Sachant que le heck, on l'a vu qu'il existait. Hein. Le heck, on a vu que c'était. Il vérifie, hein, il existe. C'est juste qu'à chaque fois, dès qu'on va faire appel à quelque chose, à un opérateur, c'est toujours une fonction. C'est pour ça que le truc s'appelle funk. Voilà. Ok, lexer parser. Je vous montre vite fait à quoi ça ressemble le lexer. Touc touc touc. 2 secondes. Alors attendez, je vais sortir l'ordi. On va faire ça en 2 spins. Hop. Alors. Oh, attends, il y a problème dans. Il y a problème dans l'histoire là. Oh, je suis plus sur Google Meet, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on peut dire des bêtises. Là, vous pouvez dire ce que vous voulez. Là. T'es cassé là. Voilà, on est expo là. Je suis sur Bing, j'ai un truc à avouer. Je suis Microsoft, je suis sur Ah, pour le coup, vous savez, vraiment, vous pouvez dire. Enfin, ils s'en foutent complètement de. Que ce soit Google ou pas. Alors, petit partage d'écran en 2 spies là. On est tous dessus en plus. Après, même ils n'ont pas de PC portable.
Alors. Touk. Ok. Je sais pas si vous voyez bien sur le stream, j'espère que oui. Ça, est-ce que ça vous rappelle un truc ou pas? Petit contrôle plus. Ok, petit contrôle plus en légende. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? On va pas bien? Attends, on va faire un truc. Non, attends, on va faire un truc déjà. Désolé, thème blanc, mais au moins on voit mieux là. Pour le coup, on voit vraiment mieux. Le contraste c'est mieux. Ça vous rappelle un truc ou pas? Si je vous dis flex, vous avez la ref? Non. Donc là, est-ce que déjà ça ressemble à du... Alors ça ressemble, mais est-ce que c'est du OCaml? Non. Je sais pas si on voit le nom du fichier. Non, on voit pas le nom du fichier. Bon, le nom du fichier c'est lexer.mll. Ok, donc il y a deux L. Où est-ce que c'est marqué? Oui, là, exactement. Sur le shebang là. Donc c'est marqué, alors c'est pas funk.mll, il s'appelle... Bon, en vrai il s'appelle lexer.mll, ok, on s'en fout. Donc ça c'est un lexer generator. D'accord? Donc ce que ça fait, c'est que on crée un type token. Donc là vraiment un token, ça veut dire que c'est chaque jeton de notre langage. D'accord? Donc tous les trucs qui existent dans notre langage. Donc on revoit id, int, donc semi c'est pour la semi-colonne, assignation, écriture, lecture, bracket à gauche, bracket à droite, etc. Des regex pour les trucs qui sont reconnaissables par des regex. Donc les int sont reconnaissables par des regex. Les white space c'est reconnaissable par des regex. Donc espace, les tabulations, les backslash n. Ok. Les ID c'est reconnaissable par des regex. Donc un ID on va dire que c'est un truc qui commence par A ou Z. Pardon, par c'est des lettres de A à Z qui peuvent être séparées par un snake, là, un underscore. Et ça peut commencer par un underscore, évidemment, du coup. Okay. Et après, ça ressemble à ça. Donc on voit que ça peut pas commencer par un nombre. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ça peut pas commencer par un nombre? Parce que sinon on risque d'avoir des problèmes avec ça. Bon, alors en réalité, on va pas avoir directement des problèmes avec ça parce que ça va être pris avant. Mais du coup, ça veut dire que si on commence par un nombre, le nom de notre truc, enfin bon bref, c'est moche. Ça, on risque d'avoir des problèmes de grammaire. Ok? Mais c'est le cas aussi dans les vrais langages. Ouais. Essaie de faire une fonction ou une variable en Python. Alors Python, je pense que c'est pareil. Python, C, C#, Java, Rust qui commence par un nombre, c'est pas possible. Ah ouais? Ouais, tu pourras pas. Oh là là. Alors, je pense que leurs regex sont un chouïa plus compliqués que les miennes, mais peut-être pas beaucoup plus. Hein. Je pense que c'est vraiment pas loin. Donc non, tu n'es pas censé pouvoir créer une fonction ou une variable qui commence par un numéro, c'est pas possible. Justement pour cette question de propreté, quoi. Et après, on crée la règle de lexing. Donc là, littéralement, c'est vraiment super simple à comprendre, même si on n'a pas fait de prog. White, ça veut dire qu'on détecte les white space. Okay, donc quand on a un white space, on va chercher celui d'après. L'exbuff, c'est celui d'après. C'est comme en flex, de toute façon, là, où vous avez la ref. Quand on tombe sur un int, on le lex. Quand on tombe sur une bracket gauche, bracket droite. Bon, là, c'est vraiment tout pareil. Okay. Sachant que là, du coup, int of string, on le transforme en un string au début, pour que ce soit un peu plus simple. Si on tombe sur la balise de fin de fichier, ça veut dire qu'on est à la fin, donc on arrête. Et si, parmi toutes les règles ici, il y en a une qui ne correspond pas, donc c'est le underscore ici, ça veut dire tous les autres cas, ça dégage, ça veut dire erreur de lexing. Okay. Donc imaginons, vous avez un caractère %. Là, le %, il est pris dans aucun cas, lexing. Enfin, erreur de lexing, ok. En revanche, si vous faites un if then, enfin un if, et dans la condition du if, vous mettez un truc qui n'est pas du tout une condition, qui est un statement, ça va lexer. Par contre, ça va pas parser, mais ça va lexer. Ok? C'est clair? Nickel. Ok, maintenant, on va écrire Scholar Scheme. Je suis désolé, c'est vraiment moche, hein, mais on n'a pas trop le choix. Hop, je me mets mon code ici. On va écrire l'interpréteur. Donc la première chose à faire, c'est... Attends, hop, je prends une chaise. Là, je bouge tout. Là, je m'en fous, je bouge tout. Paf. Ok.
Est-ce que tout le monde voit? Est-ce que... Attends, déjà je vais vérifier que sur OBS c'est good. OBS c'est good. Paf. Ok. Donc, déjà, on va écrire... Est-ce que vous voulez qu'on l'écrive de zéro ou est-ce que vous voulez qu'on sorte l'interpréteur et qu'on voit étape par étape à quoi ça ressemble? Parce que écrire, ça va être long. Bah c'est pour ça. Hein. Ouais, Ok, nickel, on fait ça. Paf. Ah. Et tu zoomes bien le côté. Oh, ça va. Non, ça va. Oh, un peu blanc, dégueulasse. Là, vous voyez bien, là. Super. Là, quand même, s'il vous plaît. On interrompt. Ok, magnifique. Hop. Alors. Donc, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. En plus, là, vraiment, tout le code, je l'ai commenté, donc on va gagner du temps. Au début, expression. Ça, on a déjà vu. Bop, cond, on a déjà vu. C'est clair pour tout le monde. Statement, on a déjà vu. C'est clair pour tout le monde. Là, maintenant, ça, c'est important. On va créer donc une méthode. Ok? La méthode, on va lui donner le M, enfin le nom M, parce que sinon à chaque fois on va devoir écrire méthode. Attends, hop, je rebouche ça ici. À chaque fois on va devoir écrire méthode. Est-ce qu'il y a des messages sur le chat? Vous voyez des messages sur le chat ou c'est bon? C'est good? Nickel. Donc, quand on fait une méthode ça prend le nom de la fonction, les arguments, les déclarations qu'on va faire, le body de la fonction, donc ça c'est le statement, et une potentielle valeur de retour. Alors là vous voyez que vraiment on simplifie au max ce qu'on fait, parce que déjà la valeur de retour c'est toujours un string, vraiment on en a rien à foutre. Plus on limite vraiment beaucoup de choses quoi. Donc vraiment là on va à l'essentiel, ok. On voit ici juste un truc qui est important à capter 2 secondes, le string option. Ça veut dire que le string est optionnel. Donc il est nullable en fait. Là c'est vraiment comme si on disait qu'il était nullable quand en C# on fait des trucs avec string point d'interrogation. Voilà, c'est exactement la même chose mais en camel. De quoi? Ouais. Si tu avais dû faire qu'on peut return plusieurs types, t'aurais fait quoi? Moi ce que j'aurais fait dans ces cas-là, c'est que j'aurais créé un type return value, return type je pense. Ou alors même pas en fait, en vrai on aurait pu faire un type, on aurait pu modifier le type exp. Ou quoique, en vrai, on aurait pu dire qu'il peut return du type exp, par exemple. Tu vois, donc qu'il puisse return tous les types qui sont disponibles dans le programme. Le souci, c'est à la fin. Du coup, ça veut dire qu'en fait, à la fin, quand on va devoir traiter la valeur de retour, c'est-à-dire que le code est plus gros, quoi. C'est pour ça, là, c'est plus simple de faire avec un string. Mais on peut complètement. De toute façon, là, ce qu'on va voir, j'ai vraiment essayé de faire le truc le plus modulaire possible. Pour que après, si on veut, de toute façon dans tous les cas, on fera un live où on fera vraiment, enfin même plusieurs lives. En vrai, je pense pendant les vacances de Noël, je vais faire plusieurs lives où on fera des trucs plus posés, où on va aller beaucoup plus dans les détails et surtout on fera vraiment le compilateur de zéro sur un langage qui n'est pas celui-là, sur un truc qu'on créera de zéro, donc ça prendra du temps. En Rust, on peut le faire en Rust en vrai, hein, mais c'est un peu plus long par contre à faire. Ouais, parce que ça va pas compiler la même. Bah ouais, c'est ça. C'est-à-dire que on va se tabasser avec le borrow checker pendant une après-midi quoi. Mais par contre, c'est super fun à faire. Non, en vrai, on peut le faire, mais c'est plus relou qu'avec un truc qui a un garbage collector quoi. Mais oui, en vrai, on peut le faire. Mais bref, du coup, sur les méthodes, on va vraiment à l'essentiel. Programme, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est juste une liste de méthodes. Voilà, c'est logique. On va créer une runtime error. Alors vous avez vu, c'est tellement bien au camel. Vous vous rendez compte que là, pour créer une exception, ça prend 4 mots. C'est magnifique. J'aime trop. Du coup, on crée une exception, ça prend 4 mots, c'est magnifique. Attends, CTRL E, hein, parce que là. Hop. Alors, ça c'est une ligne, et c'est peut-être la ligne la plus importante de tout le programme. Ça, c'est un... Alors, module, ça veut dire une collection, dans mes souvenirs, je crois, en camel. Je suis pas sûr, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je crois que c'est une collection. Et surtout, en fait, env, là, on crée un environnement. Ok. Là, c'est le moment où il faut focus 2 secondes. Quand vous allez appeler des fonctions, vous allez devoir créer des environnements. D'accord? C'est-à-dire que dès que vous êtes dans ce qu'on appelle un scope, donc imaginons au début vous êtes dans main. Donc au tout début, le premier entry point, le premier endroit dans lequel vous popez dans votre programme, c'est le main. Donc l'environnement dans lequel vous êtes, vous créez un nouvel environnement, vous êtes dans main, d'accord? Quand vous allez assigner, déclarer des fonctions,
et par des fonctions, pardon, des variables dans ce main-là, vous allez les rajouter à votre environnement. Pour que justement, plus tard, vous puissiez, quand vous tombez sur l'ID en question que vous venez de déclarer avant, il aille chercher dans l'environnement, attends, excuse-moi, cet ID, il correspond à quoi? Et qui vous renvoie ce à quoi ça correspond, ok? Donc, je sais pas si vous arrivez à faire à peu près le lien, mais c'est un peu comme une stack frame, quand on fait un compilateur. Vous voyez ce que c'est la stack frame ou pas du tout? Bon, on va pas parler de la stack frame, mais en gros c'est l'environnement. Ok, en gros c'est, on va dire, le contexte dans lequel vous lancez, dans lequel vous êtes actuellement. Ok. Pourquoi c'est important d'avoir un module, enfin pardon, un environnement? Parce que dans le cas où vous faites des appels de fonctions dans des fonctions, il faut que l'environnement il soit à chaque fois à jour. Parce que imaginez vous créez un truc qui s'appelle variable 1. Et votre variable 1 vous la déclarez dans main. Puis vous allez dans une autre fonction. Et dans cette autre fonction vous définissez une autre variable 1. Sauf que la variable 1 que vous avez définie dans la fonction numéro 2, elle est propre au scope de cette fonction. Elle n'est pas égale à la variable 1 qu'on a définie dans le main. Donc il faut un environnement qui soit adapté à ça. D'accord? Donc il faut à chaque fois qu'on crée un nouvel environnement, ou alors qu'on update l'environnement en fonction de ça. Ok? Donc ça c'est super important. Donc l'environnement, c'est le truc le plus important, c'est en gros là-dedans qu'on va foutre le contexte dans lequel est actuellement notre programme. Donc là, c'est un exemple d'environnement que j'avais écrit. Donc, on crée un environnement, ok. Donc là, c'est vraiment OCaml, c'est magnifique. Parce qu'on crée un environnement, on rajoute A3, donc en gros, l'ID, à l'ID A, on lui fait correspondre 3, dans un nouvel environnement qui est end.empty. Okay, c'est comme ça la syntaxe pour rajouter dans un environnement, c'est super drôle. Ok. Donc, par exemple, si on avait déjà un environnement qui était créé avant, là, par exemple, si on avait exemple env2, on aurait pu faire env.add a3, 3, exemple.env2. Ok? Ça marche aussi. Et ça va renvoyer, du coup, si vous avez suivi, cette ligne-là, ligne 17. Exactement. Ça renvoie 3. Donc, on va chercher l'ID A dans l'environnement ici. Donc on va écrire deux fonctions, updateEnv qui rajoute à l'environnement et lookupEnv qui renvoie la valeur de l'environnement. Bon, voilà, ça c'est juste des wrappers de l'environnement, ça rend le code un peu plus simple. Ensuite on va créer, alors là on commence à rentrer dans les trucs un peu plus compliqués là. On crée un type value qui est soit un value of, donc un value int, soit alors closure c'est un truc qui va décrire une méthode, on va revenir après dessus. Donc string list ça va être les arguments, statement list ça va être les comment ça s'appelle le corps de la fonction, et string option ça va être la valeur de retour. Pour ne pas avoir en gros à traiter tout le temps des méthodes, on va passer par ce truc value. Ok? Donc en gros, une value, ça peut soit valoir directement un int, qu'on peut directement évaluer, ok? Soit un truc qui décrit une fonction. Ok? Ensuite, regardez le nom de cette fonction. Alors, il manque un P et un R à la fin. Il manque juste un R à la fin. Mais c'est evalexp, pourquoi hein? Donc c'est evalexp en OCaml. C'est un peu compliqué là. Là on commence à rentrer dans des trucs un peu compliqués. De quoi? Moi je trouve déjà. Ouais, là ça débite là. Là on débite fort là. Ok, donc on comprend à quoi ça sert, à quoi ça sert vint. Donc on a les nombres en entrée, d'accord, qui décrivent. Putain, arrêtez ça. On a les nombres en entrée qui décrivent un int avant qu'il soit traité. Et un int, une fois qu'il a été traité, donc là vraiment on sait que c'est la valeur finale, on n'y touche plus. C'est un vaint pour value int. Ensuite, donc là, j'ai pas décrit ce qu'on fait dans evalexp. Le but de evalexp, parce que du coup, en plus toi tu sais pas ce que c'est forcément un évaluateur, ça c'est notre interpréteur. C'est vraiment la fonction principale de l'interprétation. Donc ce qu'on fait, c'est que on prend une expression. Donc tu te souviens ce que c'est une expression? Hop, là on est ligne 39, mais si je remonte ici, une expression c'est soit un nombre, soit un ID qui est donc correct, qui correspond à un truc dans l'environnement en cours, soit une collection. On était quoi, ligne 39? Hop.
Ah mais du coup c'est super relou, CTRL D. Wow, complètement fou. Ok, nickel. Hop. Donc, on prend une expression, ok, qui correspond à l'expression qu'on est en train d'évaluer. On prend l'environnement actuel, ça c'est hyper important. De toute façon, à chaque fois qu'on va faire de l'évaluation, on va prendre l'environnement actuel. On ne peut pas évaluer si on ne connaît pas l'environnement actuel. Ça semble logique ou pas? C'est normal? Ok. Du coup, on prend l'expression et on vérifie ce que c'est. Donc, est-ce que c'est... Ah non, du coup, non, app c'était bien... Attends. Oui, voilà, c'est ça. Ok, je m'en souviens, excusez-moi. Donc, app c'est un opérateur. J'ai oublié ce que j'avais fait, c'est pas grave. Non, parce que le code pour le compilateur, il est différent. Et il utilise des collections, c'est pour ça. App c'est un opérateur. Donc, le plus, times, etc. qu'on a vu, c'est des opérations. C'est pour ça que le truc s'appelle func. Donc on a soit un n, donc un numéro auquel cas, bon bah si on a 42, on renvoie directement en 42, on l'évalue en 42, on sait pas plus chier que ça. Si on a un string, enfin un id pardon, donc ça veut dire qu'on a soit une fonction, soit une variable qu'on a déclarée. On va chercher à quoi ça correspond derrière. Sinon, bon bah en fonction des apps, on fait ce qu'on doit faire. Et là vraiment là c'est littéralement on fait directement ce qu'on doit faire. C'est pour ça que l'interpréteur il est petit. C'est-à-dire que là, dans le cas où on a une app plus qui a... Alors, sachant que si on a une app... Alors, ouais, là, on va revenir un peu. Là, on part du principe que tout le code qu'on va interpréter directement, il est syntaxiquement juste. Est-ce que vous comprenez pourquoi il est forcément syntaxiquement juste ou pas? Ouais, il a été parsé déjà avant. Il a été lexé, donc il est lexicalement juste déjà, forcément. Et il a été parsé avant, donc il est syntaxiquement juste. Ça veut dire que plus, times, minus, divide, etc., ça, ces trucs-là, ça prend forcément deux arguments. Dans l'application, dans le corps de notre fonction d'application, là, les plus, etc., il n'y a forcément pas d'erreur. Okay, donc on n'a pas à gérer des erreurs où il n'y a pas E1 et E2, il n'y aurait que E1, par exemple, parce que c'est pas possible. Okay, tout est syntaxiquement forcément juste. Donc, dans le cas où on a plus, on prend E1 et E2, bon bah là, c'est classique, hein, on va... Alors, et ça c'est un peu important quand même. On va évaluer E1 et évaluer E2, et après on va retourner E1 et E2. Vous comprenez pourquoi c'est super important ça ou pas? Parce que, imaginons E1 et E2, c'est pas deux nombres. Imaginons c'est des variables. Il faut d'abord qu'on évalue E1 et qu'on évalue E2 pour pouvoir avoir la valeur finale de E1 et E2. Parce que si E1 et E2 c'est des variables, bah on va pas pouvoir additionner deux strings entre eux, c'est pas possible. Enfin deux variables entre eux, c'est pas possible. Donc là c'est complètement récursif, hein. C'est le but du truc, c'est vraiment on est à 1000% récursif. C'est-à-dire que là, si on voulait, on pourrait faire une variable qui égale à une variable qui égale à une variable et faire un espèce de truc nesté de horrible. Et bah la fonction, dès qu'elle va trouver un truc qui n'est pas un type de nombre, elle va devoir l'évaluer. Ok? Et dans... Ouais. T'avais une limite justement à cause de la stack là-dessus? Stack Overflow. Ouais. Oui. Ça commence à faire des variables dans des variables dans des variables. Ouais, au même titre que le C. Ah aussi. Bah le C si tu veux... alors, bon, on va rentrer, ok, truc un peu plus compliqué, mais le C du coup, quand tu rentres dans une fonction, tu empiles tous les registres. Le souci c'est que si tu fais ça à l'infini, bah du coup, tu vas empiler tout dans ta stack. Enfin, tu vas empiler au fur et à mesure dans ta stack, et du coup, à la fin, Stack Overflow. Et si tu veux tester un moyen hyper simple de le faire, tu écris une fonction factorielle, par exemple, et tu mets pas de cas d'arrêt. Parce que là, ce qu'on fait, là, genre à chaque fois qu'on a un Stack Overflow, quand on fait du code, c'est littéralement ce qui se passe. Hein. C'est que tu mets pas de cas d'arrêt, donc la fonction, elle s'arrête jamais de s'appeler elle-même. Et donc, à chaque fois qu'elle s'appelle elle-même, elle empile ses registres, ou sa stack frame en fait, parce que bah, là, sur les langages interprétés ou les langages semi-compilés, genre C#, c'est pas des registres, c'est la stack frame. Elle empile en tout cas sa stack frame à chaque fois qu'elle s'appelle, sauf qu'à un moment, il n'y a plus de place dans la stack, Stack Overflow. C'est ça, un Stack Overflow, ça veut pas dire réellement récursion infinie, ça veut dire j'ai rempli la stack d'instructions, je sais plus quoi faire, et du coup je plante. C'est ça ce que ça veut dire Stack Overflow. Et du coup, bah oui, on t'est limité au même titre que dans tous les autres langages, t'es limité. Pour des questions physiques. Là, c'est pas des questions de ton langage, c'est vraiment des questions physiques. Donc, et donc c'est pour ça qu'on fait les trucs importants, on les met au début. Num et ID, c'est donc les trucs qui ont le plus de chances d'être évalués à ce moment-là. Hein, et donc c'est pour ça qu'on met là. Mais on pourrait faire plus de trucs, vous voyez ce que je veux dire?
parce que du coup, le plus qu'on va avoir à chaque fois, on va le réévaluer ici. En fait, à partir du moment où c'est syntaxiquement bon, on fait ce qu'on veut. On peut faire autant d'appels aux fonctions qu'on veut, dans tous les cas, ça va se faire évaluer. Donc à chaque fois qu'on va évaluer, enfin à chaque fois qu'on va trouver une application, mais même en général, à chaque fois qu'on va avoir une expression ou une méthode ou un truc comme ça, on va forcément, à chaque fois, avant de prendre de vérifier si c'est une valeur de retour ou pas, on va évaluer ce qu'on fait. Ok. Et on va évaluer, ah oui, ordi en veille, super. Et du coup, il s'arrête. Oh non. Oh, c'est désastreux ça. Non, c'est une dinguerie de faire ça. Hop. Nickel. Parfait. Du coup, on évalue à chaque fois avant de exécuter le code. On va descendre. Et donc on arrive sur app FES. Ok. Donc là, c'est dans le cas où on tombe sur une fonction, donc qui est comme le plus, le divide, etc. Sauf que on n'a pas d'ID connu. Ok. Parce que là, du coup, on a les ID connus, c'est plus, divide, minus, etc. Là, on n'a pas d'ID connu. Donc, ça veut dire qu'on est sur une fonction qui existe déjà. Donc, on va tout d'abord regarder à quoi ça correspond le nom de la fonction. Là, le f, c'est le nom de la fonction. Vous l'avez vu ici, c'est le nom de la fonction, c'est l'ID de la fonction. Donc d'abord, on vérifie à quoi correspond le nom de la fonction. Ok. Si il n'existe pas le nom de la fonction, donc là, alors là, il faut lire l'indentation du match, elle est un peu relou à lire, mais tant pis. Donc, si le nom de la fonction, il existe, ok, match machin avec, donc on a trouvé le lookup env, il nous a renvoyé, du coup, à partir de l'ID qu'on a donné, une closure, ok, donc ça veut dire un truc qui décrit une fonction. Donc ça veut dire que la fonction existe. Si elle n'existe pas, c'est ce qu'il y a tout en bas, on crée une exception not a function. Ok. C'est ok pour tout le monde. Donc maintenant on revient là-dedans. Donc imaginons, la fonction elle a été trouvée, elle est décrite par un truc closure. La closure elle a quoi? Elle a des arguments, c'est les arguments de la fonction. Statement list SL c'est le corps de la fonction. Et RS c'est la potentielle valeur de retour. Mais potentielle, c'est pas sûr qu'elle existe ou non. Ok. Dans ce cas-là, il faut qu'on crée une fonction dans une fonction. Bon là c'est OCaml tiers, hein, vous vous souvenez, on fait ça tout le temps OCaml. Donc on va juste définir une fonction rapidement qui va actualiser l'environnement dans lequel on est. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'actualiser l'environnement dans lequel on est? Parce que justement on fait appel à une fonction. Et donc si on fait appel à une fonction, ça veut dire qu'il faut qu'on actualise ce qu'on fait. Donc on fait appel à une fonction. Donc avec l'environnement actuel, etc. Donc là, on va pas forcément décrire beaucoup plus que ça, mais juste, on a la liste d'expressions qu'on va actualiser, les arguments de l'expression qu'on va actualiser, et évidemment l'environnement actuel qu'on va actualiser. On actualise tout ça. S'il y a un problème lors de l'appel de la fonction, du coup, qu'on a fait avec l'environnement actualisé, on raise une erreur. Et donc cette fonction qu'on vient de définir, on va l'utiliser. Vous vous souvenez du mot-clé in? Ou est-ce que vous voulez vite fait que je revienne dessus? On définit d'abord une fonction, on définit une fonction, ok, en OCaml, fonction auxiliaire en gros. Et quand on va directement, en fait, on définit une fonction dans une fonction en OCaml quand la fonction elle est trop petite pour qu'elle ait sa fonction à elle-même. Donc juste on va définir une sous-fonction dans une fonction et on va l'utiliser directement après. Ok, le in c'est pour dire, bon, cette fonction que tu as définie, j'utilise directement ici maintenant. Ok. Donc on déclare main.update qui littéralement actualise l'environnement courant et on l'utilise dans evaluated end. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on évalue les statements. Alors ça c'est une fonction qu'on n'a pas encore vue mais qui est définie plus bas parce qu'évidemment au OCaml il n'y a pas besoin de définir les fonctions dans le bon ordre, on s'en fiche. Donc on évalue les statements, donc les instructions de la fonction. SL c'est statement list, c'est ce qui définit la fonction. Ça va, j'ai perdu personne pour l'instant, ça va? Ok. Oh, kiki. Bon, on évalue du coup les statements de la fonction avec l'environnement updaté. Ok. Ici c'est main.update de l'environnement actuel, des arguments et ES. Qu'est-ce qu'on avait défini? C'est les expressions. C'est l'environnement updaté. Ok. Donc ce qu'on fait là, on définit l'environnement à partir de ce qui s'est passé dans la fonction comme action. C'est good ou pas? On part dans l'environnement dans lequel on est actuellement,
on évalue notre fonction et on retourne l'environnement, parce que c'est littéralement c'est ça ce qu'on doit faire. On doit dire, maintenant ton environnement il ressemble à ça, après l'évaluation de telle fonction. Ok? Et après, ça c'est un truc trop bien au Camel aussi, on match le résultat avec, si on n'a rien, on renvoie 0, bon, on va dire dans notre cas qu'on renvoie 0, ok? Et si on a éventuellement un résultat, et bah on vérifie que le résultat il existe, du coup. Parce que du coup le string, dans notre cas c'est une variable. D'accord? Ça c'est vraiment trop pratique du coup. Genre vraiment ça veut dire bon, bah, est-ce que le string il existe ou pas? Bon, bah, s'il existe ou pas, au lieu d'avoir des undefined behavior, on peut directement décider si ça existe ou pas. Qu'est-ce qu'il veut le sup là? Tu veux venir? Tu veux venir? Il m'a fait c'est pas moi. Bon d'accord, ok très bien. J'ai pas compris. Kamel. Ouais bah oui, évidemment que oui Kamel. Il est complètement fou lui. Putain mais et comment ça traumatise autant des gens ce langage? C'est bizarre. Bref. C'est vraiment la question. Super bien. Bon, ok. Elva condex, ça c'est rapide. Vraiment, ça prend 4 secondes à expliquer. Vous comprenez ce que ça fait ou pas? C'est les condex. C'est les conditions. Exactement. Bon là du coup on évalue juste des conditions, ça prend vraiment 4 secondes à expliquer. Si c'est plus petit, bon bah on renvoie littéralement 1 si c'est plus petit, 0 si c'est pas plus petit. Pour less equal, equal et not equal c'est pareil. Alors juste attention, ça veut dire not equal en OCaml. C'est pas point d'exclamation égal, hein, c'est les deux chevrons parce qu'ils veulent être différents, je sais pas. Ça c'est vraiment, là pour le coup c'est vraiment un truc de con ça. Et, voilà. Bon ça c'est facile. Juste, encore une fois, évidemment, quand on évalue entre deux expressions, qu'est-ce qu'on fait avant de vérifier si les deux expressions elles respectent les conditions? On évalue les expressions. Vous l'avez? Ouais. Nickel. Et ensuite, eval statement. Bon, bah là, c'est encore plus simple. Là, vraiment, le plus difficile, c'est eval exp. Eval statement. On prend l'environnement. On prend un statement. Ok. Si le statement, c'est une assignation, bon, bah, on update l'environnement actuel. D'accord? Bon, là, c'est super simple. Donc, vraiment, l'assignation, ça prend un string et une expression. Ça va, c'est clair pour tout le monde. C'est une variable. Si, enfin, c'est une variable ou une application, hein, du coup. Parce que c'est une expression, ça va? Vous avez suivi? Une expression, c'est nombre, string ou application. Ouais. Ok? Et ouais. Non, mais c'est pour ça, en fait, tout est récursif. C'est pour ça qu'il faut toujours le garder en tête, c'est un peu bizarre. Évaluer un if, c'est super simple. Hein, c'est vraiment, on vérifie que l'évaluation du context est bonne. Si c'est bon, bon bah du coup on renvoie 1. Enfin, si ça renvoyait 1, on évalue le statement. Et si c'est 0, bon, on envoie directement l'environnement parce qu'il n'a pas été changé en fait. D'accord? Parce que eval statement, ça renvoie à l'environnement. À chaque fois, on traite l'environnement dans lequel on est. Ok? Quand on évalue un statement, une instruction, à la fin, ce qu'on veut, c'est renvoyer l'environnement dans lequel on est. Donc, si c'est une assignation, bon, bah, on renvoie l'environnement avec un string de plus dedans, enfin une variable de plus dedans. Si c'est un if, bon, bah, on renvoie l'environnement une fois qu'on a exécuté ces trucs de condition. Si c'est un if then else, bah, exactement pareil, sauf qu'il y a le cas 0. C'est-à-dire que si au lieu de renvoyer 0, si ça fail, bah, on renvoie 1. Enfin, si ça réussit, on évalue la première liste de statements. Et si ça réussit pas, on évalue la deuxième liste de statements. Bon, c'est normal, hein. If, machin, then, machin. Enfin, pardon, if, then, machin, else, machin. Bon, pareil, à chaque fois, il y a des erreurs au cas où si on... Bon, c'est relativement peu probable qu'on renvoie autre chose qu'un 0 ou un 1 dans le cas d'un booléen, mais on fait du code save, donc on sait jamais. Et surtout, ça compile pas si on fait pas ça. Et pour le while, c'est exactement la même chose que le if, sauf qu'on le fait tant que la condition est vraie. C'est littéralement ce qu'on a dit la dernière fois. Et pour le write, bon bah juste on fait ça, print end line et on met un output. Ok. Donc là c'est, je pense que non c'est pas exactement ce qu'on faisait à Epita, on faisait print string nous. Mais bon print end line c'est vraiment pareil, c'est juste là vraiment juste on écrit quelque chose dans la console. Et le read, je l'ai pas écrit parce que c'est un peu relou à faire en OCaml, mais c'est comme en c'est comme d'habitude quoi, juste vous lisez le caractère et vous mettez dedans. C'était juste compliqué, enfin c'était un peu plus relou d'implémenter le read avec du coup le fait de devoir le mettre dans un élément. Parce que du coup le read il renvoie un string et c'était pas pris en compte dans mon cas.
Alors, ça n'a rien à voir, Bah pourquoi? parce que c'est pas du parsing. Ah, Par contre, je peux te dire que mon parseur était LL1, oui. Si c'est... bon. Le parseur que j'ai... Ouais, non, c'est capté, j'ai capté. Le parseur que j'ai écrit est LL1, mais là, ça n'a rien à voir avec du parsing, ce qu'on Ouais, fait. c'est vrai. Là, c'est de l'interprétation. Donc, et en plus, tu le vois bien, Ce que tu dis, on parle. mais c'est pas ça, c'est que ça a l'air LL1 pour toi, si c'était un parseur. Oui. Ah bah non. Quoi? Ah bah là, Attends quoi, pourquoi? bah il y a de la récursion à gauche de tous les côtés là. C'est pas que je sais pas lire. Bah je sais pas. Compte c'est pas terminal, c'est récursif. Déjà. Donc ça va pas. Tu te souviens ce que ça veut dire LL1 ou pas? C'est plutôt, c'est quand même. Bah, c'est que t'es à gauche et que tu lis un mot par mot. Enfin, tu lis expression par expression. Ouais, tu dérives par la gauche surtout. Ouais, tu dérives par la gauche. Et ouais, donc ça veut dire que c'est pas, y a pas de récursion à gauche, y a la récursion qu'à droite. Ouais. Et ouais, et là t'as la récursion à gauche, ça marche Ouais, pas. Ok, d'accord, je comprends. Hop, c'est le Alex pour ça. Qu'est-ce qu'il me fait? Eval statement on a fait, hop. Et là on arrive vraiment vers la fin. Pour évaluer une méthode, bah qu'est-ce qu'on fait? Là vraiment, là du coup ça prend 4 secondes maintenant. Une fois qu'on a tout implémenté, ça prend vraiment 4 secondes. Pour évaluer une méthode, on prend l'environnement dans lequel on est actuellement. Bon, bah c'est normal, hein, comme d'habitude. Hein, vraiment, on traite l'environnement dans lequel on est actuellement. Donc on prend la méthode qu'on va évaluer, l'environnement dans lequel on est actuellement, et on prend la méthode, on vérifie que ça respecte bien ça. Mais en fait, pourquoi j'ai pas mis de cas en dessous? Parce que ce sera jamais atteint. La méthode elle est forcément juste, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, donc ce sera jamais atteint. Donc ça compile, il n'y a pas besoin du underscore là, ça compile. Et même je vais vous dire un truc, si vous mettez l'underscore ça ne compile même pas, parce que du coup il va dire ah ça sera jamais atteint, c'est pas safe, ça compile pas. Donc on prend les arguments de la méthode et après on update n avec la closure de ça. Donc le truc qui décrit une méthode. Ok. Ça s'arrête, comment? Enfin, Quoi? j'ai pas compris comment ça s'arrête. Quoi. Comment ça s'arrête? Attends. Ah, c'est pas récursif, bah oui. Non, là c'est juste une fonction pour évaluer une méthode. Mais au même titre que, en fait, les autres tout à l'heure, il y en a qui sont récursives, mais pas toutes. Hein. Regarde, Mais quand on évalue un statement, du coup, quand il y a un trait, faire un match. ah c'est juste plus propre. Là c'est vraiment juste une question de propreté. Ah, ok. Parce que, enfin, je sais pas, tu pourrais faire tu pourrais faire icon functions. Bah ouais, je sais pas. Enfin, quand il y a un cas, c'est comme si. Enfin, c'est pas ok. J'ai peut-être pas fait assez de cas. Non, en vrai, t'as raison. On pourrait aussi faire avec une fonction anonyme. Le truc, c'est que fonction anonyme avec autant de paramètres, je trouve que du coup, c'est pas très clair. Parce que vu que le premier paramètre est anonyme, il va pas être écrit. Ouais. Bon, c'est moyen clair. Ouais. Et tu peux le faire avec un if then else. Et du coup, t'as besoin d'un else. Oui, c'est un peu Alors, ça, c'est un truc qui est un peu relou. Le camel te laisse, si tu veux, faire un if sans else. Le problème, c'est que tout ce qui va suivre ensuite va être considéré donc comme un corps de fonction, donc comme un type unit, ce qui correspond à du void en C, Java, C#, C++. Donc ça change tout le type de retour de ta fonction parce qu'elle va retourner tout l'unit de la fonction et du coup ça fait plus du tout ce que tu veux. Et ça c'est un truc qui était très drôle d'ailleurs là quand on assistait les sup en OCaml et qu'ils oublient un else parmi les 20 if else qui sont écrits parce qu'ils savent pas faire de match. Ils oublient un else et là c'est tout le corps de la fonction qui passe en unit et du coup il n'y a plus rien qui marche. Par contre, ça compile. Ça compile parce que bah, tu veux renvoyer une fonction, tu renvoies une fonction, il n'y a pas de problème, mais bon, c'est pas ce que tu veux faire. Donc, eval méthode, ça évalue une méthode. Eval methods avec un S, ça évalue bah, la liste de méthodes, du coup, hein, c'est littéralement ça, on prend une méthode de liste. Alors, j'ai marqué CS pour closure list. Non, pourquoi j'ai marqué CS déjà? Je sais plus pourquoi j'ai marqué CS. Bon, je sais plus. Parce qu'en plus, si je voulais être consistant, c'était CL pour closure list, mais c'est même pas une liste de closure. Bon, je suis complètement fou. J'ai marqué ça, je sais pas pourquoi. On prend, bah pareil, l'environnement dans lequel on est actuellement, ok? C'est toujours le même environnement, hein, d'ailleurs, qu'on va actualiser. Et on renvoie, comme d'habitude, un environnement qui a été actualisé. Si ce que me renvoient les méthodes du coup à la fin, bah, c'est une liste vide, on renvoie juste l'end, et sinon bon, bah, on continue d'évaluer les méthodes, ok? C'est classique, hein. Là vraiment juste, c'est comme ce qu'on a fait sur le count list de tout à l'heure, vous vous souvenez? Ou si la liste elle est vide, bon bah du coup on s'arrête, et du coup on renvoie l'environnement qui a été actualisé, sinon bah, on renvoie, on itère sur la liste, enfin sur la méthode d'après. Ça en fait,
ça peut peut-être paraître un peu bizarre, mais juste faut partir du principe que c'était comme si c'était une boucle for qui itérait sur la liste. Là, c'est juste on prend, on a une liste de méthodes, on prend la première méthode, on évalue, est-ce que la liste est vide? Non, bon, bah, on prend la deuxième méthode, on l'évalue, et on s'arrête. Quand la liste est vide, hop, on renvoie l'environnement qui est actualisé une fois qu'on a une fois qu'on a exécuté toutes les méthodes. Et bah, le programme, bah, du coup on a dit qu'un programme c'était juste une liste de fonctions, donc bon bah voilà, on va évaluer juste les listes de fonctions. Donc là on a un interpréteur, l'interpréteur il fait en tout, j'ai pas checké, hop, 120 lignes. 120 lignes pour un interpréteur c'est quand même clean. C'est clean sachant qu'il y a quand même des commentaires un petit peu vite fait. Donc c'est propre. Alors bon, là on peut faire des tests du coup pour voir à quoi ça ressemble. Alors les deux premiers tests, on va pas vraiment les faire. Je les avais écrits, le truc c'est qu'en fait, bah, c'est pas très visuel. On récupère un env, l'env il est dans la mémoire, super. On peut pas voir à quoi ressemble l'env parce qu'il faut le print. Je sais même pas s'il y a des fonctions au niveau qui permettent de print une collection au camel, parce que j'en ai pas fait pour ça. Donc bon, on va dire que ces tests-là, on s'en fout un peu. En revanche, les deux derniers tests, ils sont vraiment cool. Donc, ce test-là déjà, avec output 3, attends je vais bouger, non c'est bon. Avec output 3, on veut écrire juste 3. Ok? Donc classique. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un eval statement de l'écriture du nombre 3 avec un end. Et le end, on a dit que dedans, on associait à x 2 et on associait à y 5. Ok? On fait simple, parce que bon, la notation est un peu bizarre vu que c'est récursif, mais vous avez capté. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Normalement, ça doit écrire output 3. On va faire le test juste après, hein, on va compiler après. Et le test ici, on fait exactement la même chose, sauf qu'on évalue plusieurs statements. Ok? Donc on va assigner d'abord la variable res à l'id x, puis on va assigner i au nombre 1. Donc là, vous voyez ce qu'on fait, on assigne une variable à une autre variable. Hein. Et ça va quand même marcher. Parce que le but de l'environnement, c'est que justement tout est récursif. Donc quand on tombe sur un autre ID, pouf, on revient dans evalexp pour analyser. Donc on fait une assignation. Donc là, vous voyez, quand c'est séparé par des points-virgules, ça veut dire que c'est un statement. D'accord? On a dit, une méthode, c'est juste une suite de statements. Donc c'est séparé par des points-virgules. Donc là, ensuite on a un while. Ok? Donc dans lequel, tant que i est plus petit que y, bon, c'est pas très lisible du coup parce que le truc est déjà parsé. Tant que c est plus petit que y, on assigne res à x fois res, donc en gros on fait res fois égal x. On assigne i, on fait i++ du coup, là ici, et après on écrit res. Et donc ça, on va le faire, et si on tombe bien, ça renvoie 32. Ok. Bon, en vrai, on pourrait essayer de réécrire, faudrait qu'on essaie de réécrire sous forme un peu plus funk, quoi, parce que là, du coup, ça c'est vraiment full parsé, donc déjà c'est chiant à écrire, et en plus c'est chiant à lire. Mais c'est à ça que ça ressemble. Ça, en fait, c'est la notation intermédiaire, juste avant que ce soit interprété. Et du coup, si on veut l'exécuter, il faut juste qu'on fasse ça, parce que du coup, on a les tests qui sont directement dans le code, donc on peut juste le lancer. Et voilà. Et donc là, l'interpréteur, il marche. Bon, on a écrit 120 lignes pour juste avoir deux outputs dans une console, mais ça marche. Donc là, on a écrit un petit langage de programmation en OCaml en 120 lignes. Alors, en vrai, je fais le mec en mode, on a écrit ça. En vrai, il n'est pas fini du tout. Est-ce que vous savez déjà ce qui manque? Vous l'avez ou pas? Vous l'avez pas. On a de quoi évaluer un programme. Ok, c'est cool. On n'a pas de main. Un interpréteur, ça prend un main normalement. On est d'accord. Hein. Vous captez pourquoi ou pas? Sinon, c'est pas ce qu'on retourne. S'il y a plusieurs fonctions, c'est chiant. Bah, en fait, c'est un interpréteur, pardon, c'est pas une librairie, hein, c'est un binaire, c'est un exécutable. Quand vous écrivez du code Python, parce que Python c'est interprété par exemple, vous écrivez du code Python et que vous voulez interpréter, vous faites Python 3 espace le script. Donc Python 3, qui est l'interpréteur, c'est un logiciel, c'est un binaire, c'est un truc qui tourne. Là, on a des tests qui tournent, mais on n'a pas de main. Bon, déjà, ça c'est un problème, faudrait qu'on écrive un main. Alors en OCaml, le main c'est let underscore et puis après on fait la fonction. Donc là déjà il nous manque un main. Il manque un deuxième truc parce que dans le main on mettrait quoi? Quoi?
bah du coup le main il devrait return ce que retourne la fonction main de notre programme. Donc il faut déjà qu'on fasse un truc qui trouve la fonction main. Déjà il faut un truc, alors, il faut plusieurs trucs. Il faut un truc qui déjà appelle notre parseur pour récupérer le code parsé, parce que du coup il y a ce qu'on a dit, il y a plusieurs étapes de compilation. Donc déjà, si on devait écrire une fonction main, on devrait faire une fonction qui qui fait appel au parseur pour récupérer le code parsé, sachant que le parseur fait appel au lexer pour récupérer le code lexé, et que le lexer fait appel au file descriptor dans lequel est stocké le fichier, enfin le code. Donc déjà ça fait une belle chaîne. Et une fois qu'on a récupéré le code qui a été parsé, donc en fait on va avoir un truc qui ressemble à ça, mais en 1000 fois plus gros. En fait on va avoir un truc genre énorme. Une fois qu'on a fait ça, il nous faut un programme qui cherche la fonction main, et qui une fois qu'il la trouve, enfin non, il faut déjà un programme qui lit les fonctions pour update l'environnement dans lequel on est, parce que du coup, avant d'exécuter le code, il faut d'abord faire une première lecture du code pour dire dans quel environnement on est. Une fois qu'on a lu l'environnement dans lequel on est, il faut trouver la fonction main, et à partir de la fonction main, lancer le code depuis la fonction main. Et donc faire en fait, on devrait faire un programs, et dans le programs, on fout toutes les fonctions qui sont présentes dans le code, qui a été parsé, et après on lance sur le main. Et du coup, on dirait, je sais pas, que par défaut, la fonction main, c'est la première fonction de programs. Genre, on la met à l'index 0 de programs. Et après, on lance. C'est clair ou pas? Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais après, ça marche bien. Et du coup, pour la curiosité, on va regarder un truc. Alors, déjà, on va regarder le. Donc, vous vous souvenez tout à l'heure quand on a vu le lexer.ml, j'ai dit que c'était un lexer generator. Parce que du coup, ça va créer un vrai fichier lexer.ml. Exactement comme quand on utilise lex ou flex en C, que ça va vous créer un fichier gargantuesque en .c. Bon bah là ça fait la même chose, sauf que c'est du OCaml. Et du coup, là pour le coup, c'est vraiment moche. Regardez-moi cette merde. Donc on disait, est-ce qu'il y a des limites? Ouais, il y a peut-être une limite, mais je la connais pas. Hein. Parce que là, c'est conséquent, genre. Donc ça, on peut se demander c'est quoi ce truc? C'est... Quoi? C'est un magic number de Zaza, en fait. Ouais, un peu. C'est ce qu'on appelle une table de lexing. Donc, en fait, c'est un peu comme si tu avais une hashmap dans laquelle il va directement chercher où sont tes caractères. Et pourquoi c'est toujours la même chose? Parce qu'il y a des endroits qui sont vides. Du coup, c'est des valeurs ASCII. Ouais. Bah, enfin, c'est des valeurs ASCII. C'est de la donnée brute, quoi. Ouais. Pour ça que t'as des backslash. C'est de la donnée brute. Tu pourras voir ce que tu voulais, mais là c'est de la donnée brute. C'est pour ça d'ailleurs que, en réalité, parce que là du coup, t'as vu, on en a fait un. En vrai, on a fait quand même un langage un peu plus fat que ce qu'on a fait juste en système quand on fait. Non, en théorie des langages là, à Epita, quand on utilise Flex pour faire des lexers. En vrai, c'est ni plus gros ni plus petit que ça, hein, c'est à peu près la même taille. Alors que, enfin, je vous rappelle, le dernier lexer qu'on a fait, c'était une calculatrice. Donc c'est un truc qui est censé être un peu plus fat que juste trouver des ID dans du code. Et bah pourtant ça fait la même taille, quasiment. Parce que juste la table de correspondance ça fait à peu près la même taille. Alors je t'avoue, je suis pas suffisamment calé en lexer générateur pour savoir est-ce que la taille elle est vraiment changeante de fou dans le cas où tu dois lexer beaucoup plus de choses. J'aurais tendance à dire oui évidemment, mais je sais pas exactement, enfin j'ai pas suffisamment utilisé OCamlLex pour savoir comment ça marche. Donc là déjà on voit à quoi ça ressemble. On va regarder un autre truc super marrant. Ça, c'est un compilateur en OCaml. Et celui-là, pour le coup, il est vraiment fini. Celui-là, j'ai implémenté. Non, enfin, je pense dans cette version. De toute façon, sinon, c'est sur mon GitHub, mais en privé. Mais là, dans cela, normalement, j'ai implémenté la recherche du main, le scan de toutes les fonctions, etc. Et là, vous allez voir que ça devient vite un peu plus bizarre. Je vous promis, c'est le dernier truc, et puis après, on arrête. Ça va devenir vite un peu plus bizarre parce que on doit gérer des registres. Et vous voyez ça, là, les premières valeurs qui commencent. C'est que le début de l'enfer. Parce que on doit gérer tous les registres de tout l'assembleur en question. Alors là, du coup, l'assembleur en question qu'on va traiter, c'est du MIPS 5 de l'architecture RISC-V. C'est une architecture open source. Notamment, je crois que les derniers GPU NVIDIA ils utilisent ce type d'architecture parce que c'est très optimisé. Alors déjà, c'est open source, donc il y a du code de partout. C'est très optimisé et je crois que c'est une architecture qui est relativement proche de ce que font Arduino, mais je suis vraiment pas sûr de cette affirmation, il faudrait revérifier. Ou SP32, je sais plus.
Mais globalement, c'est un assembleur qui est vraiment simple à comprendre. Genre, c'est cool. Et l'assembleur en question, donc, c'est du MIPS 5. Et donc là, ça devient un peu plus bizarre. Alors là, du coup, avec le contrôle plus, les commentaires, ils se sont bougés de partout. Mais du coup, on doit définir déjà chaque instruction maintenant qu'on fait un compilateur. On va pas refaire tout le compilateur en truc, hein, ça fait 400 lignes, on va juste très très vite. Mais du coup, on doit déjà définir toutes les instructions. Et il y en a plusieurs. Alors évidemment, j'ai pas mis toutes les instructions du compilateur, parce que déjà, vous vous souvenez de la taille du manuel Intel, il fait 2605 pages. Bon, le manuel MIPS, il est un peu plus petit, je crois. Je crois qu'il y a moins d'instructions. Enfin, c'est même quasiment sûr, Intel, ils font n'importe quoi. Donc, je pense qu'il y a vraiment moins d'instructions que sur Intel, mais il y en a quand même vraiment beaucoup. Et en tout cas, à mon goût, quand je l'ai écrit, il y en avait beaucoup trop. Voilà, donc là, on voit un truc rigolo. Ça, vous avez la ref, syscall. Ok, donc du coup, évidemment, là, vraiment, c'est pile dans ce qu'on faisait hier en assembleur, mais du coup, quand on va vouloir, par exemple, écrire ou lire, on va prendre le... Alors, je sais plus quel registre gère... c'est pas marqué ici. Je sais plus quel registre en MIPS gère le syscall dans lequel on est, parce que du coup, vous vous souvenez, il y a une table de correspondance de syscall. Mais du coup, on charge le syscall, on fait syscall. Donc là, le kernel, il fait context switching, il fait son syscall, il revient en mode user après, et il fait son truc. Donc du coup, bah, vous devez l'implémenter en camel sur le truc. Donc là, c'est carrément plus relou à faire. Ah, ça se gère pas plus ou moins tout seul. Non mais là, en fait, alors si, ça, enfin, comment ça... Lui, il est compliqué ce qu'il fait. Ouais, mais faut, en fait, le problème, c'est que là, tout ça, il faut l'écrire. L'assembleur, il sait le faire. Ouais. Sauf que le code assembleur, il faut l'écrire. Ah oui. Et le but, c'est de le générer procéduralement par un programme, qui est ton compilateur. Ouais. Et ça, c'est relou. Et ça, c'est super chiant même. Je dis relou, c'est super chiant. Tu vois, du gros assembleur pour ton canal. Et l'exécuter. Non. Non, c'est vrai. Non, alors oui. Alors, ok. Là, ce que fait... J'appelle ça un compilateur, parce que c'est un compilateur. Parce que quand on dit compilation, ça prend du code parsé, et ça renvoie de l'assembleur. Ouais. Ça, c'est la vraie étape de la compilation, c'est ça. C'est ce que fait CC1 en C. Ouais. CC1, il prend du code parsé, donc il prend ton... c'est à partir du... Attends, j'ai un doute. Ça fait point .i. Ça passe directement au point S? Non, il y a un entre-deux. Il y a point D. Il y a point D. Et point D, c'est parsé. Et non, il y a les dependencies dans le point D. Ouais, j'ai un doute. Je me souviens plus exactement. Mais en tout cas, il y a forcément une étape où le code est parsé, parce qu'en tout cas, l'assembleur, par là du coup, ce que je fais, c'est que j'écris là, j'écris vraiment. Là, on pourra le tester 2 secondes, parce que du coup, il y a les tests en bas. Ça, ce que ça fait, ça juste print le code assembleur. C'est tout ce que ça fait. Ok? Donc le code assembleur, après, il faut l'assembler. Mais ça, c'est pas mon taf, ça, c'est le taf de l'assembleur, du coup. Ok? Et pareil, un GCC, ça va pas. Enfin, de souvenir, j'ai un doute quand même. Mais je suis pas sûr que ça assemble. Je pense que ça fait juste appel à AS et AS, ça va assembler ton code. Avec des options. Ou si tu es sous des compilateurs différents, ça va faire appel à NASM par exemple. Ou à d'autres assembleurs. Genre sous Raspberry Pi et macOS par exemple, l'architecture c'est du ARM64 et du coup l'assembleur est différent. Mais enfin pareil, c'est le compilateur de C fait appel à l'assembleur. Et quand je dis assembleur, c'est le programme assembleur, hein, c'est pas le langage assembly du coup. Bon, ça c'est du debug, c'est print machin, on s'en fiche. Enfin, c'est pas du debug, c'est. Parce que du coup, ce que je vous dis, le compilateur que je fais, il écrit dans la sortie standard le code assembleur. Mais bon, vas-y, j'allais pas ouvrir des file descriptors avec OCaml, enfin. Non, le flemmard, j'étais très content de mon truc déjà. Donc là, bon, declare variable c'est pareil, exception e of string, bon là, vous avez vu la flemme là? On est passé de raise runtime exception à juste E, parce que allez vous faire foutre. Et là, ça c'est marrant. Vous voyez ce que ça fait ou pas? Oh si, vous voyez tellement ce que ça fait. Ah oui, non, alors, ouais mais non. Là c'est plus que, là c'est autre chose que l'alignement, mais ça touche à la stack aussi. Ouais. Bon, c'est bon, c'est marqué là. Alors ouais, pourquoi c'est moins 4 et 4? C'est ça la question? Alors déjà, un pointeur c'est... Non, alors déjà en 32 bits c'est 4, la taille d'un pointeur. C'est pas 16 bits, c'est 32. D'ailleurs, faut pas se faire avoir parce que si vous faites du Raspberry Pi et que vous écrivez du C, un void étoile c'est 4 bits. Hein. C'est 4 octets. Et ouais, c'est pas 8. Fun fact, je me suis fait avoir. Donc
Attention. Mais ça, du coup, c'est juste push et pop dans la stack. Ok. Non mais j'en peux plus de. J'ai arrêté de le regarder, j'en peux plus. Avec du coup le registre qu'on push. Ok. Donc classique. Bon, all register, ça envoie tous les registres qui sont dans l'environnement, parce que du coup, il y a encore évidemment besoin d'environnement. J'en peux plus, il est en train de sucer une bouteille, je suis terrifié. Hop, stack frame, je sais pas si vous vous souvenez, on va très vite. Hein. Stack frame, c'est ok ou pas? Est-ce que toi, tu vois ce que c'est? Ouais, vite fait. Ok, bon, en gros, juste quand tu fais appel à une fonction en C, enfin, je dis en C, mais du coup, dans d'autres cas aussi, tu fais appel à une fonction, donc il faut que tu jump à la fonction suivante, sauf que le nombre de registres que tu as à ta disposition sont limités, donc avant de jump, tu vas empiler les registres qui sont importants, exécuter ta fonction et revenir avant. Et là, du coup, ça fait un petit parallèle avec la prochaine ou prochain atelier ou quoi, GDG, quand on aura le temps sur ce domaine-là qui aura lieu, parce que du coup, ça fait parallèle sur les buffer overflow. C'est le truc sur lequel j'ai crié sur Nicolas la dernière fois. Bah, c'est littéralement ça. C'est en gros, quand tu passes sur une fonction, là, bah, imagine, tu fais un call à malloc, mais là, dans le cas, imagine, tu vas sur une autre fonction. Ça veut dire que tu dois empiler, en plus de tes paramètres, s'il y a des paramètres, la valeur de retour. Donc c'est ce qu'on a vu avec le problème d'alignement en plus. T'empiles ta valeur de retour quand tu jump, tu fais ton corps de fonction, tu rejump sur la fonction d'après. Le souci principal, c'est que imagine que tu as dans ta stack réussi à réécrire par-dessus l'adresse de retour, et là tu mets l'adresse de ton code, tu comptes buffer overflow. Buffer overflow. Ça s'appelle un buffer overflow. Il y a plein de logiciels qui sont faillibles à ça, surtout en fait dès que le logiciel il a été mal écrit. Il y a des langages qui sont connus pour ne pas du tout être faillibles à ce genre de truc, genre Rust, c'est fait exprès pour ne pas avoir ce problème-là. Alors, il y a un cas spécial où tu peux arriver à faire segfault du Rust, mais il faut vraiment le vouloir. Il faut tellement le vouloir que Mozilla n'a jamais patché la faille, parce que c'est impossible que ça arrive en conditions réelles. Mais c'est super drôle. En plus, je vous montrerai le GitHub un jour sur le truc des buffer overflow. Mais le GitHub il est super marrant. Tu vois, il y a marqué des failles 100% rapides et sécurisées. Enfin, les mecs ils ont fait du foutage de gueule, le reste c'est super drôle. Mais bon, bref, du coup, là, tu peux réécrire la valeur de retour et du coup faire pointer ton code, enfin le code de quelqu'un vers ton code malveillant à toi. C'est le principe du buffer overflow. Donc là, bon, bah, si la personne qui écrit mal son code avec mon langage, bah, elle est faillible au buffer overflow évidemment. Je ne suis pas Mozilla, j'écris pas un truc de Rust. Là, c'est comme evalexp, sauf que c'est un assembleur. Donc c'est compileexp. Ok. Donc en fait, c'est quoi enfin là, du coup, dans notre cas, à chaque fois, on va avoir maintenant une fonction. C'est en fait juste une suite d'instructions assembleur. Logique, ok. Donc là, le arroba, c'est juste de la concaténation de liste. Alors du coup, là, si vous avez déjà fait du OCaml, vous vous dites que ce truc est affreux, et oui, c'est vraiment affreux pour une raison très simple. La concaténation de liste, elle est lourde en OCaml. C'est lourd. Et là, du coup, dès qu'on fait une instruction, on concatène. Donc la compilation prend du... Enfin, si on faisait un gros programme, la compilation serait longue. Mais bon, vous avez fait du Rust, vous avez vu, la compilation, c'est long aussi, on s'en fout. Du coup, bon, bah, super drôle, vous voyez que juste on concatène des instructions assembleurs. Hein. C'est vraiment juste ce qu'on fait. C'est-à-dire que là, du coup, j'ai plus expression 1, expression 2. Bon, moi d'abord, c'est comme tout à l'heure, hein, je compile expression 1. Là, du coup, c'est plus évalué, c'est compilé, mais c'est pareil. Hein. Je compile expression 1, je push. Alors, T8, c'est le registre intermédiaire que j'utilise pour faire mes calculs. Je compile expression 2, je pop le truc qui... parce que avant de compiler l'expression 2, du coup, il faut évidemment que je save le registre qui est utilisé pour l'expression 1, parce que sinon, je vais avoir des problèmes d'overwrite. Donc, je fais ça, je pop T8, et après, je fais appel à mon add. Et je fais ça tout le temps. Et du coup, ça marche aussi pour les fonctions. Et en vrai, c'est propre, enfin, genre, je veux dire, là, c'est limite plus court que... Enfin, la partie compilation d'une expression, c'est limite plus court qu'un interpréteur. Le souci, c'est, après, quand on va vers la suite, en fait, il y a plus de choses à faire, quoi. Mais globalement, ça va. Bon, là, c'est la partie super relou, c'est compiler une commande. Donc, en fait, une commande, c'est un statement. Bon, là, c'est super chiant. Surtout les if and def. Parce que, bon, du coup, les if and def... En fait... Quand on fait des if et des false, enfin des if et des else, ça veut dire que quand vous faites des if et des else imbriqués, il faut savoir dans lequel on est actuellement.
Et donc, ce que je fais, c'est que je donne un current count, et donc je mets un label à chacun de mes if. Donc je sais, là, je suis dans le if 1, le if 2, le if 3, le if 4. Super relou. De quoi? Eh ben, j'ai pas trop de choix. Ouais, j'ai demandé à mon prof, il m'a dit, bon, j'aurais fait comme ça. Du coup, j'étais en mode, bon bah, ok. C'est-à-dire que t'es limité à Ouais, max. c'est ça. T'es limité par bon, ok. Par quoi? La taille d'un entier. Mais... Par quoi? Je suis limité par un size T, c'est ça? Ouais, tu peux pas en avoir 264, c'est chiant. Non, mais c'est plus que ça, un size T. Non, non. Là, tu parles d'un char, là. Ah, il y a un char non signé. De quoi? 250? De quoi? 264. Ah oui, 2 puissance 64, oui voilà. Ouais, bon. T'arrives à faire 2 puissance 64 if else nested, toi? Ouais. Pas moi. Hop. Bon, après, ça c'est compiler des déclarations. Donc là, vous voyez un truc qui est important, c'est qu'on vérifie maintenant quand on compile une déclaration. Donc une déclaration, c'est quand on va déclarer une fonction ou une variable. On vérifie si c'est égal à main ou pas. Parce que si c'est égal à main, ça change un peu les choses quand même. C'est pas exactement pareil. Donc voilà. Hop. Ensuite, bon, on continue de déclarer les. Ça, c'est des trucs pour déclarer les arguments. Donc ça, je repasse pas dessus parce que c'est juste la même chose que l'interpréteur, c'est on update l'environnement. Ok. Classique. Après, ça, c'est pour compiler une méthode. Donc exactement pareil. Hein. Une méthode maintenant, c'est toujours, ça peut renvoyer ou non quelque chose. Sauf que du coup maintenant, dès qu'on commence une méthode, si c'est le main, on commence par start. Ça vous dit un truc du coup normalement. C'est pour ça que la dernière fois j'ai posé la question, est-ce que quand on écrit l'assembleur à la main à Epita, on doit commencer la fonction par ça? Parce qu'en réalité ça fonctionne vraiment comme ça, on commence par start et pas par main. Donc maintenant... Et après, c'est Start qui appelle main. Qui fait un compte sur main. Ouais. Et qui appelle Start? Ah bah l'assembleur, le kernel. Ah, directement. Ouais, le kernel. Même si, en fait, ouais, alors, parce que en vrai, Pas vraiment, c'est juste que. ben, en fait, ce qui se passe, c'est que tu fork, et c'est le programme qui fork qui va chercher le start. Mais le vrai start, c'est celui du système D, du coup. Le premier qui est exécuté, c'est au lancement de ton ordi. Le premier, le parent originel, c'est le système D. Enfin, sur Unix actuellement, enfin Linux en tout cas, Unix, je sais pas. Je pense que mon Mac aussi, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, le premier fork, c'est système D, et du coup, bon, bah, le vrai start originel, c'est système D. Mais bon, voilà, c'est pas ça. Mais voilà, du coup, bref, dès que tu commences, si t'as un main, tu commences par start, parce que sinon, ton programme ne va jamais se lancer, il est useless. Et tu compiles les commandes avec un environnement vide. Logique, tu es sur le main, tu n'es pas censé avoir rien dans ton contexte. Et sinon, bon bah, sinon tu... Ça c'était chiant à coder. Alors pourtant c'est super court, mais l'exercice mental il est un peu chelou. Mais en gros, voilà, du coup, tu as une fonction qui est décrite, enfin une méthode, une fonction qui est décrite par ces trucs-là. Donc, son nom, les arguments, les déclarations qu'elle fait, les statements qu'elle a, donc son corps de fonction, et la return value si elle existe. Il faut déjà définir l'environnement dans lequel on fait. Puis, on va compiler tous les statements. Et puis, on va jump à l'adresse de retour. Parce qu'il nous faut l'adresse de retour qui est là. Et c'est pour ça que je dis qu'on a des gros problèmes dans le cas où l'adresse de retour elle se fait écraser. Parce que du coup, à ce moment-là précis, si RA... Ah oui, parce que là, enfin, vous avez vu jusqu'à présent quand on fait appel à des trucs de la libc ou quoi, on fait call, mais là ça n'existe pas dans ce truc-là, donc on le fait à la main. Donc là, si le RA il a été réécrit, ben, on jump sur du code malveillant, c'est super chiant. Donc bon bah évidemment, là le programme il y est pour rien, enfin le langage il y est pour rien, mais l'utilisateur il y est pour quelque chose. Voilà, et puis après c'est pareil, compile methods, bon bah c'est comme tout à l'heure, c'est exactement la même fonction que eval methods, sauf que bon bah c'est pour la compilation. Donc bah, juste on compile les méthodes les unes après les autres. Et compile programme, on écrit l'entête de programme. Alors verbatim c'est en gros une étiquette. Vous savez quand vous écrivez de l'assembleur, vous avez le point global, main, point texte, point raw data, machin. Ça c'est des verbatim. Donc verbatim pour global start, verbatim set no reorder, point data, simp et ASCII-Z l'input parce que du coup dans le cas où on fait un read, je voulais marquer input. Bon c'est un peu gaze, mais voilà, on fait comme ça.
Et à la fin, le syscall qu'on utilise quand on a fini le programme, il faut charger 10. Je sais plus pourquoi. Je sais plus à quoi ça correspond exactement 10 en MIPS. Je l'ai oublié. Mais il faut charger 10 et syscall du coup. Donc 10 c'est fin de programme. En gros c'est fin de programme. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et les tests sont un peu plus rigolos déjà. Je pense que si j'en décommente un. Attends. Ah. On va tous se décommenter. Il y a un monde dans lequel ça plante. Hein. Mais on va voir. Bah non, ça ne plante pas. Hop, et là du coup il y a l'assembleur du programme qu'on a compilé. Enfin des 3 programmes qu'on a compilés. Copie-colle et ça. Donc là si je copie-colle, exactement, si je copie-colle le programme, alors dans du MIPS, donc il faut trouver un simulateur de MIPS en ligne parce que moi mon architecture c'est pas du MIPS donc là ça marchera pas. Mais si vous... Alors j'avais un simulateur du coup à l'époque où je faisais ça mais j'ai perdu le lien. Mais je pourrais essayer de le retrouver mais on va peut-être perdre du temps là donc je sais pas. Mais enfin voilà, dans tous les cas au pire je mettrai les fichiers sur un GitHub et vous les retrouverez. Mais si ça tu le fous dans un assembleur MIPS, je vous jure que ça marche. J'ai eu 20 à ce projet, je suis sûr que ça marche. Donc ça je vous jure ça fonctionne. Et du coup truc fun, hop, la loupe, elle est labellisée par 2. Du coup, parce que... bon, bah. Ouais. Ah, parce que vous avez compris pourquoi est-ce qu'on labellise? Ou pas? Parce que... Ouais, pour savoir où est-ce qu'on... Parce qu'il n'y a pas de boucle en assembleur. Hein. Donc c'est quand j'arrive à la fin de mon truc ici, et que ma condition n'est pas bonne, il faut que je rejump au W mais 1, au while 1, et pas au while 2. Ah ouais, d'où les fameux nombres que tu rajoutes. Eh oui, c'est pour ça. C'est pour cette raison. Ça va plus sauter des lignes entre les labels quand même. Parce que là. C'est de l'assembleur, hein, c'est procéduralement généré. Hein. Je vois pourquoi tu peux pas trop faire autrement, parce que t'as pas de notion d'imbrication ou de... Bah oui, on est en assembleur. C'est pour ça que je te dis, j'ai pas trouvé. Mais comment on fait le C? Comment on fait le C? Ouais. Pas comme ça. Je crois, hein. Vous voulez qu'on teste? Bah ouais. Eh bah vas-y. Ah, j'ai déjà écrit ça. Alors. Bit. Non, je sais pas. Test. Oh non, mais mes tabulations elles sont POSIX, c'est super relou. Donc qu'est-ce qu'on fait? Tu fais 2 boucles là. On fait quoi? On fait un while. Je pense que tu fais deux ifs, ça. Ouais, non, ouais, C'est non, deux fois. Alors les. On fait quoi? On fait genre. Attends, regarde, on va faire un truc très simple. On va faire. Les forts, il y a moyen qu'ils les optimisent, mais les while. Ouais, c'est pour ça. While. Non, mais vraiment, il va te les optimiser en. Ouais. Si tu fais rien dedans, il va te les optimiser en. Mais tu peux pas. Ouais, ah. Ah ouais, si, t'as raison. Tu mets au 0. C'est au 4. Au 0, c'est le max. Comme ça? C'est mis en forte. Attends. Tu peux pas faire un malloc. Du coup, là, il y a qu'une boucle. Là, Il y a qu'une boucle. Ah ouais, tu veux en mettre 2 du coup? Ouais. C'est ça la différence. Ah, tu les imbriques pas du tout? Ah, tu les as. Ah! Ouais, pour voir comment Ok, ils ok, font my avec bad. les- Ok. Parce que sinon, il y a des chances que là, ils te remettent à 0. Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des unités dans le. Ah bah du coup, attends, on va mettre ça ici. Voilà. Eh ouais. C'est terrible. T'as vu ça? Et on fait genre put cell 2 C'est la fête. comme ça? Voilà. C'est moche les tabulations POSIX, vous trouvez pas? Maintenant qu'on est habitué au Clang format, je trouve que c'est vraiment moche. Bon, ok. Oula. Eh ben, DSH. Alors, obj dump -d. Attends, déjà faut. Non, j'ai déjà compilé donc c'est bon. Donc, obj dump -d. Alors, Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau de dire non, mais on voit pas. il a complètement opti surtout ce con là. Non, mais Ah non, le 4. il y a des branchements, il y a des branchements, il y a des branchements.
Bah c'est ça non? Ah, les trucs. Ouais, il utilise main comme. En fait il jump un main avec un offset. Ah, le coquin, ça. Ah, mais c'est une bonne idée ça. Ah, c'est pas mal aussi. Ouais, bah quand on offset. C'est pas mal aussi. Non, C'est c'est pas pas mal. clair. Du coup. Enfin, ça change rien. Enfin, c'est pas... Bah, en fait de toute façon dans tous les cas le code ici il est pas censé être lu par un humain. Oui. Donc on s'en fout de la clarté. Enfin, que Quentin. C'est le seul élu. Ou vous avez déjà vu George Hotz? Vous savez qui c'est? Non. C'est un hacker qui est le premier mec à avoir jailbreak iPhone et à avoir hacké la PS3. Il avait 17 ans. Et maintenant il fait du TinyGrad AI, genre c'est de l'IA open source. Et en même temps il fait des streams de genre, mais quand je dis ça je rigole pas, 9 ou 10 heures sans interruption où il fait du hacking. Genre il fait oh venez on reverse engineer tel truc. 10 heures. Mais en même temps, c'est comme le DLC qui était leur. Oui, 100 000 codes d'assembleur à la main. Enfin 100 000 lignes d'assembleur à la main. Ça doit faire mal aux yeux. Ah, c'est affreux. Mais voilà, du coup c'est un offset, je crois. Enfin, je suis peut-être pas suffisamment fort en ARM64 parce que là, ça c'est pas de. Enfin, vous avez vu la notation, c'est du ARM, hein, c'est pas du x86. Donc j'ai pas fait peut-être suffisamment de ARM, mais je crois que c'est un offset. Hein. Ça a l'air de. Ça, en tout cas, ça ressemble vraiment à de l'offset. Quoi. Sur leur main, c'est une variable où il y a la base. Ouais, après, attends, y a pas moyen de changer juste la. Comment est-ce que tu changes? Sinon, tu fais juste un tiret S. Archname x86 ou Intel? Comment est-ce qu'on fait pour changer le. Ah, bah, C'était où? là, t'as des assembleurs. Où ça? Des assembleurs -M. Tiret M? Ah ouais, attends quoi? Ça? Ouais, regarde, le tout dernier, c'est print activity settings. Ah oui, tiret M Intel. On se fout de ma gueule là. Il est quoi? Bah c'est du ARM64 ça. Peut-être enlever le tiret D, non? Bah non. Tiret D c'est pour désassembler le code. Je sais pas si justement ça. Bah je sais pas. Bah je pense que juste il est pas capable de le convertir quand c'est directement de l'assembleur. Enfin, je pense que c'est pas si simple de convertir l'assembleur. Je sais pas trop comment ça marche le Option. Parce que à la base je fais pas avec ça. Mais bon voilà du coup. Ouais comment ça marche. Je sais pas si vous avez des questions ou quoi. C'était fun. Ouais c'est marrant.